Là, tu l'as enlevé, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Hey, hey. Ça, c'est une Focusrite, ça, hein? Oui. Ouais, ça marche tempête, ça. Ça marche tempête. Ça, là, la petite boîte rouge. Ça, là, c'est du stock de podcast, mon gars. C'est pas votre stock de pauvre à radio, là. Non, c'est ça. On a même pas ça, nous autres, des micros. Non. On parle dans des On cannes. parle dans des cannes collées sur une grosse antenne. Ouais, juste des cannes avec des ficelles. Ok, on a une pub de meubles tagués, là. Va falloir un petit cri. OK! Les meubles! Livraison gratuite partout en province! Ça marche, t'as envoyé, super! Puis je suis Tanguay qui est chez eux, tout vieux avec sa canne, puis il est comme, ils ont passé mon spot. Ben, ça marche. On va en vendre des divans. On va en vendre des couches. Ah man, je suis content qu'on fasse ça. Elle est Ça très fait- content. Ça fait longtemps. Écoute, je vais te présenter au monde Nathan Meilleur. Ami avant tout, là, mais dans le monde médiatique, t'es animateur radio à Week-end à Québec. Ouais. Puis, mais t'es mon ami depuis, quoi, quasiment plus que 20 ans, c'est Ben, qu'on se connaît? plus que 20, ben oui, plus que 20 ans, parce que c'était début des années 2000, Ouais. quand on s'était croisé une première fois par un ami qu'on a en commun, qui est ton cousin. Ouais. Puis c'est la musique, en fait, qui nous a fait en sorte... Ouais, on jamais dessus ensemble, ou c'était juste... Mon cousin joue de la musique, toi tu joues de la musique avec mon cousin. On n'avait Moi, pas de jamais. On n'avait pas de jamais. Non, on n'avait pas de jamais. C'était dans le cadre d'un show que ton cousin, justement, avec un autre de nos amis, organisait à Québec, au Capitole de Québec, qui s'appelait la Soirée des Arts. Ah, c'est ça, c'est là Ouais, qu'on s'est rencontrés. C'est là qu'on s'est rencontrés. Parce que là, on avait besoin d'avoir un band de course pour le show d'ouverture. Oui. Puis à ce moment-là, t'étais avec Elephantine. Ouais. Puis là, c'est là que... Parce que le bassiste qu'on connaissait, c'était un des deux organisateurs de la soirée, c'était Édouard. Oui. Puis Édouard avait dit, ben moi, je peux pas jouer parce que j'organise le show. Fait que là, Patrice nous avait dit, ouais, moi, mon cousin, il joue avec Manolo. Fait que là, on avait dit, ben, let's go. Appelle le gars qui joue avec Manolo. Puis finalement, c'est ça. C'est de même qu'on s'était croisés pour la première fois. Ouais, ça fait longtemps, là. J'ai encore le DVD, ça s'appelait La Soirée des Arts de la Capitale. Ouais, tout à fait. Ouais, fait qu'on a fait une tourne au Capitole. Il y avait Louis-José Hood qui venait faire un 15 minutes sur le show. Puis on était tous bien impressionnés. Puis moi, je faisais pas d'humour. Je pensais même pas faire de l'humour à ce moment-là. Là, mais ça, c'était complètement capoté aussi quand Louis-José Hood avait accepté puis était débarqué. Parce que ça, c'était il y avait eu un build-up vraiment rapide de cette soirée-là, de cet événement-là, parce que la première année, on avait fait ça au Théâtre du Capitole, à l'époque, qui était une plus petite salle à côté. L'année d'après, on avait fait le Capitole. Puis là, je me souviens plus bien, mes souvenirs sont flous, mais je me souviens pas si c'est déjà la deuxième année qu'on avait eu même 2 soirs. Oui, on a eu 2 soirs. On a eu 2 soirs. Cette shot-là, on a fait 2 shows. C'est ça. Puis Louis-José Hood avait accepté de venir faire un numéro. Il était en rodage de son 2e one-man show à ce moment-là. Puis je me souviens qu'il était débarqué. Écoute, on avait appelé, on était en test de son dans l'après-midi. Puis on n'avait toujours pas de nouvelles de Louis-José Hood. Puis là, on était quand il a dit qu'il venait, tu sais. Puis je me souviens, je pense que c'est Édouard qui avait appelé son gérant. Il était déjà avec Benjamin. Oui, il était avec Benjamin depuis genre toujours. Là. Bon, ben il était. Puis là, à un moment donné, c'est ça, le téléphone avait juste sonné. Puis il nous avait dit, hey, je me suis trompé, j'avais noté que c'était demain puis après-demain. Fait que là, nous autres, on est des kids du secondaire, là, fait qu'on capote parce que nous autres, on a vendu des billets, puis on a dit à tout le monde, Louis-José Hood va être là. Puis finalement, il était arrivé, il nous avait fait rire en arrivant, il est arrivé avec sa brassée de lavage mouillée, parce qu'il était en train de faire une brassée de lavage, il arrivait de tourner, puis il avait étendu son linge dans la loge pendant qu'on y parlait. À ce moment-là, puis c'est ça, je me souviens, il disait, hey, ça sent le tête, hein? Ça sent le tête, ouais. Ça sent bon. Puis là, il nous parlait, ouais, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Puis il était venu faire son numéro, mais il était resté à Québec 2 soirs, même pour nous autres. À ce moment-là, il avait fait les 2 soirs aussi, en ouverture. Fait que les petits gars qu'on était, là, je dis je m'inclus là-dedans, mais c'était vraiment Pat et Édouard qui organisaient cette soirée-là, ce show-là. On avait capoté notre vie, là. Tu te souviens, il y avait un espèce de gros Razer sur le stage, il y avait 2 drums. Oui. Il y en avait un en bas, puis il y en avait un au 2e étage, comme si on était Def Leppard, là. C'était malade comme setup, là, quand même. C'était-tu Aerosmith? C'est quoi qu'on a joué? Hey, écoute, c'était genre une vieille pas. toune de rock, là, mais moi que je connaissais pas trop. Mais ouais, c'était un... Écoute, il faudrait que je retourne la toune.
Mais c'était Aerosmith, je pense que c'était. Mais ça se peut très bien. Je me souviens qu'on avait comme buildé un band, c'est ça, il y avait toi, il y avait un autre de nos amis qui chantait. On voulait comme que ça soit cette tune-là, la tune d'intro, mais finalement, on a comme réalisé, ouais, mais on a clairement pas les skills qu'il faut pour jouer cette tune-là. Fait que là, les gars avaient décidé de former un band à ce moment-là pour jouer ça. Mais ça a été dans mes premières expériences de scène aussi. Tu sais, moi, Édouard et Patrice m'avaient dit, tu voudrais-tu l'animer? Puis là, j'avais fait, OK, mais 2 soirs, le Capitole de Québec, ouais, on aurait besoin d'un animateur. Puis moi, j'animais les concerts. On était en concentration musique au secondaire. Fait que j'animais les concerts, mais tu sais, jamais... C'est vrai, c'est toi qui animais? Oui, c'est ça. Moi, j'ai animé pendant 3 ans ce show-là. La dernière année que je l'ai animé, moi, j'étais même plus au secondaire. J'étais à ma première année de cégep, mais je l'ai animé, c'est ça, pendant les 3 années qu'on l'a fait. Puis ça s'est poursuivi après ça, quelques années, la soirée des arts de la capitale. Mais, non, c'était une méchante belle expérience. Écoute, le stage était tellement haut. Puis moi, je me souviens, parce que tout le monde avait des wireless, puis ils étaient tout excités, là. Ouais. Donc, le Pat, il jouait de la guitare avec son wireless, puis il pouvait marcher partout, puis il n'y avait pas de problème. Puis tout le monde était super heureux, sauf moi, qui n'avait pas de wireless. Fait que j'avais juste, genre, mon fil de genre 20 pieds. Mais fallait que je reste en avant, en bas, tout seul. J'étais tout seul parce que tout le monde courait en arrière sur le gros stage. Puis là, j'étais comme, bon, ben, I guess que je joue tout seul en avant. Puis que le drummer est loin là-bas. J'étais juste comme, est-ce que je me sens tout seul? Et dans l'histoire du rock, encore une fois, le pauvre bassiste qui est comme... Puis les 2 drums, pour vrai, là, je pense que... ça, faudrait que je redemande aux gars si c'était pas un caprice. Parce que moi, je voulais jouer du drum absolument à cette soirée-là, mais j'étais pas, en tout cas du moins à ce moment-là, j'étais pas un très bon drummer. J'avais besoin de beaucoup de pratique encore, disons. Puis il y avait une question de changeover, comme on dit en bon français, d'un spectacle à un autre, parce qu'il faut comprendre que c'est plein d'écoles secondaires qui venaient présenter différents shows, différents spectacles. C'était ça le concept de la soirée. C'était un peu un pied de nez, mais j'aime pas nécessairement le terme, c'est que ça faisait quelques années qu'on trouvait que l'inscription puis le format de secondaire en spectacle, c'était vraiment complexe pour ce que ça proposait. Puis c'est comme ça que le projet est né, au fond. C'est Pat et Édouard qui ont fait « Hey, nous autres, pourquoi qu'on n'organise pas un estifi de show dans une des plus belles salles à Québec? » Puis là, le Capitole ont embarqué dans cette folie-là. Ouais. Mais je me demande si le Razor avec les 2 drums, c'est pas parce que moi, j'avais dit aux gars « Moi, je veux jouer du drum absolument. » Puis les gars avaient comme fait « Ouais, ben, si on monte ce setup-là, il y aura un 2e drum, puis il s'amusera. » Mais tu sais... Mais c'était le drum en bas. Si ça avait été une guitare, elle aurait pas été pluggée, là. Tu comprends? Il y aurait pas, tu sais. Je pense que ce drum-là, il devait même pas être miké. Ou genre, toutes les slides étaient baissées. C'est ça, toutes les slides étaient baissées au complet, mais c'était quand même c'était fou, là. Tu sais, c'était complètement fou. À l'âge qu'on avait... De vivre le Capitole, c'était insane. Ça avait aucun sens, là. Puis tu sais, c'était sold out les 2 soirs. C'est 1260 quelques places, là, le Capitole de Québec. Puis tu sais, c'est beau, cette salle-là. Tu sais, tu vois vraiment tout le monde quand t'es sur scène. Il y a les balcons, Mais c'était un trip inoubliable. Si je retrouve le DVD dans mes affaires, je vais essayer de mettre un extrait dans l'épisode. Là. Hey, les gars faisaient des DVD. Oui. C'était tout inclus. Là. Le concept était... Je pense que Pat l'a même pu, comme tu me disais. Ah oui, c'est ça. Je pense que pour vrai, dans les archives, il faudrait voir avec lui s'il l'a encore. Mais tu sais, c'était ça. C'était vraiment une espèce de clé en main que les gars voulaient offrir. Puis c'était un directeur qu'on avait à l'école à ce moment-là, un directeur de la vie étudiante qui avait... Il disait jamais non. À peu importe les projets qu'on lui présentait, ce monsieur-là. Puis lui, il avait mis en place le slogan de notre école secondaire, Jean de Brébeuf, qui était la meilleure école en ville. Puis je me souviens quand Édouard puis Pat étaient rentrés, parce qu'il était petit cul, là, vraiment. Là. Oui, tu sais, Pat devait être en secondaire 2. Non, c'est... Puis Édouard en secondaire 3, là, quand ils sont arrivés, puis qu'ils ont dit au directeur, on fera un show au Capitole de Québec, tu sais. Mais il voulait vraiment que ça soit une formule clé en main. Fait que c'est ça, il y avait la captation vidéo. Fait que chaque artiste qui avait fait la soirée, parce qu'on vendait du temps de scène aux écoles. C'était ça le concept. Fait qu'à partir de là, les écoles faisaient des concours à l'interne. Puis si tu veux acheter, mettons, tu pouvais acheter, je pense, comme 1 plage, 2 plages ou 3 plages de spectacle. Puis là, ça te donnait tant de billets que tu pouvais revendre dans ton école pour rembourser ton investissement. Fait qu'une école qui vendait bien ses billets, ça ne coûtait rien. Finalement, faire la soirée. Puis après ça, ça venait avec le package. Ben, si tu veux, après ça, avoir un souvenir en DVD, mais tu vas pouvoir acheter la captation de la soirée qui a été faite au complet, vendue en DVD. Puis là, non, c'était un fichu de beau setup. Mais ces gars-là, tu sais, Pat, ils ont toujours été... Ils ont toujours eu les 2 mains dedans, tu sais, très jeunes. Ils ont toujours été comme, OK, on veut faire ça. Puis genre, je me souviens
sais, Pat, mon cousin, justement, qui était tout petit cul, puis il était comme, OK, on fait ça, puis là, je vais partir un studio, puis là, il s'arrangeait, il buildait des affaires, il connaissait quelqu'un, puis là, vu qu'il était fin, ben, le gars, il disait, ben, tu peux venir à l'école quand tu veux, utiliser l'équipement. Fait que là, moi, j'avais, c'est ça, là, 14, 15 ans, puis là, ben, il était comme, ben, on est un vendredi soir, pour lieu d'aller fumer du weed à quelque part, on était en train de genre aller à l'école secondaire. T'es comme, vous avez passé votre semaine à l'école, puis vous retournez à l'école. T'es comme, ouais, mais on a comme les studios de musique, puis là, on jammait pour jouer de la musique avec Casabon. Tellement. Avec ça. C'est beau, ça. Ah là. oui, c'était beau. Tout ça basé sur la confiance qu'il y avait en lui, de genre, t'es sérieux, puis t'es pas un épais, puis genre, on te fait confiance. Complètement. Complètement. Hey, on avait un band au secondaire, puis tu sais, au fond, ces gars-là, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est tous décalés d'un an. Fait que quand le band s'est formé, moi, j'étais en secondaire 3, parce que je suis le plus vieux des trois gars. Édouard est en secondaire 2, Pat est en secondaire 1. Il est arrivé à l'école. Puis Pat est arrivé à l'école comme, tu sais, Alléluia! Parce que il jouait de la guitare électrique, puis nous, on était en concentration musique, mais en harmonie. Non, fait que c'est des big bands, puis des affaires de trompette, des corps français, puis tout ça, puis là, Pat arrive avec une guitare électrique, puis là, il se met à jouer de la guitare électrique. Puis là, je me souviens, j'ai rencontré ton cousin parce que ça jouait Smell Like Teen Spirit de Nirvana dans un petit local. Puis là, je fais qui joue ça? Puis là, je rentre dans le local, puis il y a Pat qui est là. Sa guitare est pluguée dans l'ampli, puis c'est la distorsion de l'ampli, là. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de pédale de distorsion de disponible nulle part. Puis là, à ce moment-là, on se rend compte. Puis on avait la permission d'un des profs de la concentration musique qui nous laissait accès aux locaux de musique, même après l'école. Puis comme tu disais tantôt, nous, on était au secondaire, début du secondaire. Là, fait que, tu sais, comme bien des jeunes, malheureusement au secondaire, il y a consommation de XY substances. Surtout en ayant accès à ça, on s'en va faire de la musique, on s'en va jammer. Il y avait un petit métro à côté de l'école. Okay. Nous, notre trip, c'est que après l'école, on partait, on allait au petit métro, on s'achetait une baguette de pain, un petit pot de Philadelphia, puis une dose de Coca-Cola. Okay. Et on revenait à l'école, puis on grignotait ça, puis après ça, on jouait du rock. Fait que, tu sais, il n'y avait aucun risque que nous... Bon, à un moment donné, dans l'histoire, ça a dégénéré plus tard. Je me souviens, on fumait un bat sur le toit de cette école secondaire-là. Là. Ça a dégénéré plus tard, mais à un moment donné, au début, c'était ça, tu sais, le lien de confiance dont tu parles, que Pat et Edouard avaient, c'était ça. Il n'y arrivera jamais rien. Les gars mangent une baguette et du fili. Avec du coke. Il n'y avait aucun risque. Là, à partir de là, où est-ce qu'on l'a échappé dans la courbe exactement? On sait pas c'est où, là, mais ça demeurait concentration musique, là, ça avait avec tout ce qui vient avec, là. Ben, tu sais, à un moment donné, je pense qu'il faut que jeunesse se passe, comme on dit. Puis si ça se passe pas dans les temps requis, un moment donné, ça te rattrape tout en même temps. Ouais, tu vis ça d'un coup. Fait qu'on a vécu quand même notre rock'n'roll, pour le dire de même. Mais c'est ça, cette période-là, c'était fou à quel point on avait une confiance du personnel de l'école, des adultes autour de nous. Tu sais, on était... Ça, je pense que c'est important. Vraiment, on était traités comme... des adultes. Ouais. C'était vraiment ça le feeling qu'on avait au secondaire. Fait que quand on avait une idée, il n'y avait aucun adulte qui nous faisait sentir comme moi, mais tu sais, ça n'a vraiment pas de bon sens ce que tu. À la limite, on se rendait là nous-mêmes à se rendre compte que ça n'avait pas de bon sens. Parce que dans le processus, il y avait un adulte qui nous avait dit ouais, OK, tu penses que c'est un bon projet, on va l'essayer, on va le faire. Puis souvent, en bout de ligne, on concrétisait le fameux projet. Puis ce dont tu parlais de Pat, ça l'a amené à avoir un studio d'enregistrement à cette concentration musique-là, parce que maintenant, avec le band, on voulait enregistrer. La soirée des Arts de la Capitale a généré aussi des revenus. Il fallait que l'argent soit investi de façon XY. Là, je connais pas toute l'histoire de fond en comble, mais ça a quand même donné lieu et place à un studio d'enregistrement. Puis on a un prof de musique qui nous avait dit à un moment donné, vous avez un band de rock, vous voulez faire un démo. Moi, j'ai envie d'apprendre comment ça fonctionne, la console, les micros. On va vous payer le démo. Puis moi, ça va me servir de formation en même temps. Fait qu'on avait toutes ces opportunités-là. Fait qu'écoute, tu sais, au secondaire, c'est sûr que tu sors de là puis tu as un paquet d'outils hyper intéressants pour le restant de ta vie. Là. C'est vraiment deep. Non, c'est super cool. Non, c'est ça que je trouvais magnifique de cette espèce d'environnement-là qui était super sain. Créativement, puis que genre bien encadré, puis je veux dire, moi je me souviens d'avoir jammé justement avec les gars de Casabon là-dedans, puis genre Pat, il y a encore des enregistrements quelque part, je les ai jamais entendus là, mais on jouait de la Muse, puis genre j'ai des
des jams de moi à 15 ans que je sais pas c'est où, puis je sais pas ce que je joue. Là. Ah, mais c'est ça. Puis Pat, il y a tout ça d'archiver. Pat, il y a des disques durs, de disques durs, de disques c'est durs un hoarder de en données, backup. Là. Ouais, vraiment. Mais des fois, ça, c'est mieux t'sais. de même parce que tu réécoutes, puis là, tu fais ouf, c'était mieux dans mon. J'ai un meilleur souvenir que ce que c'était réellement. Là. Mais Pat est bon aussi pour faire le tri là-dedans. Je pense de pas te faire réentendre des trucs que tu pensais que c'était vraiment bon, puis finalement, c'était vraiment pas ça. J'ai jamais pensé que c'était vraiment bon, mais mon feeling de c'était tellement un beau moment peut être scrappé par c'est que c'était de la merde. C'était vraiment tout croche, finalement. Ça n'avait pas de bon sens. Ah non, mais quelle époque quand même. On avait une chance incroyable de pouvoir faire ça. Ouais. Mais ce long préambule pour dire que c'est la musique, finalement, qui a fait en sorte qu'on s'est croisés. Là, c'est le fun, parce qu'on travaille dans le même domaine. Tu sais, t'es à la radio, puis... Ouais. Fait que c'est ça, je trouvais ça cool de voir que, hey, Nathan, t'allais se placer à la radio, ça, je trouvais ça nice, là. Hey, ça a été... Gars de Québec, radio. Ouais, mais c'est... Puis ça fait longtemps aussi que toi puis moi, on en parle de ça. Parce que... Avant même que je fasse l'école de l'humour, tu me disais que tu voulais être humoriste, puis je t'encourageais plus que je m'encourageais moi. Oui, c'est vrai ça. Moi, je voulais faire l'école. Je croyais plus en toi qu'en moi. Moi, j'avais... Mais tu vois, finalement, t'as bien fait de pas bêter. T'aurais tout perdu. Mais non, j'allais le faire pareil. Mais je me souviens que c'est ça, tu sais, on s'était parlé parce que c'est ça, on est resté en contact après ce lien-là de la soirée des arts et de la musique. Puis je me souviens, c'est ça, un été, je travaillais dans un restaurant sur Grande Allée à Québec. Puis je me souviens que je t'avais dit que c'était ça le plan. Tu sais, cet été, je travaille, je mets de l'argent de côté parce que je vais aller faire mes auditions pour l'école de l'humour. Ce que je n'ai jamais fait. Finalement, puis je me souviens de t'avoir recroisé après, on était dans le chalet d'un ami, puis tu m'as dit « Hey, j'ai fait les auditions, puis j'étais à l'école d'humour. » Puis je me souviens à ce moment-là, j'étais super content pour toi, mais ça m'a quand même fait de quoi, parce que je me suis dit « Hey, c'était moi qui étais supposé faire ça. » Puis t'as bien fait de le faire, parce que si t'avais attendu après moi... Ouais, ben je pouvais pas, mais j'étais comme, ben c'est ça que je fais, mais comme, vas-y, esti, fais-le. C'est ça, mais j'ai choqué plein de fois de même dans... Moi, j'étais vraiment un fils à maman, puis j'avais bien de la misère à partir de Québec puis de la maison, tu sais. J'avais fait des auditions pour ATM à Jonquière aussi. Je me suis jamais rendu à Jonquière. J'ai jamais été capable de quitter le nid familial. Ce que j'aurais dû faire pour être capable de peut-être builder la carrière. Tu sais, j'ai fait de l'impro super longtemps. Tu sais, j'ai fait de l'impro secondaire pour au cégep. Puis moi, j'étais tout de la même cuvée que Arnaud Soli puis Virginie Fortin, puis c'était avec eux que je faisais de l'impro là, quand on faisait des matchs Québec-Montréal puis tout ça. Puis c'est sûr que des fois, tu sais, je vois ces gens-là puis je fais « Colin, si je m'étais botté le derrière puis j'étais allé, peut-être que... » Mais en même temps, vois-tu, finalement, la vie m'a amené... C'est ça, j'allais dire, la vie m'a ramené à la radio puis à être en communication, même si j'ai choqué tellement de possibilités. On dirait que j'ai vraiment été chanceux. Tu sais, la vie m'a tout le temps ramené des opportunités jusqu'à là, m'amener à la radio à Québec depuis 4 ans, puis je trippe comme un poisson dans l'eau. Là. T'es un gars de radio, man. Moi, j'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé ça, la radio. Si les podcasts avaient existé au moment où t'aurais-tu fait un podcast à la place de faire de la radio? Sûrement que j'aurais fait un podcast éventuellement. Puis tu sais, là, je t'avouerais que c'est l'envie est encore là. Tu sais, la réalité avec le travail, la jeune vie de famille, puis tout ça fait en sorte que il manque de temps à un moment donné dans une journée. Mais tu sais, juste de pouvoir... C'est un constat que j'ai fait beaucoup dans les dernières semaines, dans les derniers mois, de me poser la question de qu'est-ce que je veux faire vraiment dans la vie, au-delà de répondre à, tu sais, je vais être un père de famille, je vais être un... Bon, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie comme travail? Puis je me suis rendu compte que la réponse à ça, c'est de divertir les gens. C'est ça que j'aime. Puis je reviens à la soirée des arts de la capitale tantôt, c'était exactement ça. T'sais, j'avais l'opportunité d'être Kid Kodak, j'aime ça, oui. Ça, tu l'as toujours eu, là. Avec aucune modestie. J'ai toujours aimé ça. Avec l'absence totale de modestie. Il n'y en a pas. Cherchez-en pas. Nulle part. Il n'y en a pas. Non, il n'y en a pas. Il y en avait quand je suis rentré, je l'ai tout enlevé. Ouais, je l'ai sorti. Le courant d'air a sorti. Et voilà. Mais ça, j'ai toujours aimé ça, puis je vais être bien honnête. Mais, tu sais, de carburer, c'est pas juste de carburer aux applaudissements. C'est pas tant ça, c'est juste de... Faire du bien. Faire du bien. Puis tu sais, ça a été autant avec l'improvisation qui a été vraiment mon premier modèle de spectacle, d'être sur scène. Tu sais, moi, j'étais un petit gros là, quand j'étais jeune, puis je vais toujours me souvenir toute ma vie, c'est Yann Vallière,
qui était mon moniteur au Patro à Charlebourg. OK? Yann Vallière des Jokers. Des Jokers. Yann Vallière qui travaille beaucoup avec Ben Gagnon, qui a fait l'école de l'humour en même temps que... Je joue au hockey avec Ben. C'est vrai? Oui, dans la même ligue de hockey. Sûrement que tout le monde de ma ligue de hockey, t'en connais plein, c'est tout le monde d'impro. Simon Prévost and shit. Bon, c'est ça, Simon Prévost. Mais tu sais, Ben Gagnon était moniteur au Patro Rocamadour à Québec. Pendant qu'Yann était moniteur au Patro de Charlebourg. Le Patro, man! Ces deux gars-là faisaient de l'impro à ce moment-là pour l'équipe des Joyeux Pyromanes du Cégep Limoilou. Où moi, j'étais allé faire du cégep, de l'impro par la suite au Cégep. Mais t'es allé faire du Cégep aussi, là. T'as fait ton. Non, c'est parce qu'on dirait que dire faire du cégep, ça implique genre, je suis allé à peu près là. Écoute, il y a autant de diplômes d'études collégiales ici que de modestie en ce moment. Ouais, c'est ça. Il y a zéro. Aucun. Je pense que ma cotère doit être à 6. C'est pour ça qu'on dit faire du cégep. C'est ça, j'étais là. On dit pas que j'étais allé au cégep, on dit j'ai fait du cégep. Je savais par quelle porte rentrer et quelle porte sortir, mais tu sais, suis-je vraiment allé à des cours? Plus ou moins. Ouais. Mais c'était vraiment l'impro qui me retenait là, pour vrai, au cégep. Puis Yann, je vais m'en souvenir toute ma vie, il a changé ma vie, ce gars-là, parce que j'avais des super amis au Patro, puis j'aurais pu être victime, j'aurais pu être le gars le plus bully là, de la vie. Là. J'avais vraiment tout le profil petit, gros, rousselé. OK, ouais, t'aurais pu te faire écœurer vraiment beaucoup. Là. Mais... il y avait déjà ce petit côté-là, joker, blagueur, qui faisait en sorte que je me mettais ami vraiment facilement avec les gens de mon entourage. Puis je vais toujours me souvenir de ce moment-là, je dois avoir 7 ou 8 ans. On est en échange avec le Patro de Jonquière à ce moment-là. On arrive à Jonquière, le sport national, c'est l'impro. Donc on va faire de l'impro. Pour la première fois de ma vie, moi, je sais un petit peu ce que c'est, mais pas tant que ça. T'sais, mes parents ont écouté un petit peu à la télé, la LNI avec Robert Lepage puis Luc Sonnet à l'époque. Puis au moment où est-ce qu'ils disent ça, il faut faire les équipes. Yann doit choisir son équipe. Puis il se retourne vers moi, puis il me regarde, puis il me dit « Nathan, et là, pour la première fois de ma vie, on va faire une activité et je suis choisi en premier. » Nice. Parce que d'habitude, au Patro, on joue au basket, on joue au hockey, on joue au... Puis je suis pas choisi dans les premiers, tu comprends? Je suis ami avec les gens qui me prennent dans leur équipe. Je suis pas pris en dernier nécessairement non plus, mais jamais en premier. Mais je me souviens du regard de Yann qui m'a dit « Hey, toi, là-dedans, tu vas être bon. » Puis ça a commencé là. Puis après ça, tu sais, là, il y a eu la rencontre avec Ben Gagnon parce qu'on a fait des matchs d'impro avec son groupe aussi, du Patro Rocamadour. Puis c'est vraiment comme ça que ça a commencé. Mais encore là, l'amour du divertissement. Tu sais, je me rendais compte que ce que j'aimais beaucoup là-dedans, c'était faire rire les gens, mais surtout le fait que les gens venaient après pour me dire « Hey, ça, c'était drôle, hey, ça nous a fait passer une belle soirée, c'était vraiment le fun. » C'est plus ça, puis avec la radio, mais c'est un peu ce que j'ai comme opportunité en ce moment, parce que le format qu'on fait, on n'est pas dans la radio parlée, on n'est pas dans l'opinion. Ouais, mais c'est ça que j'allais dire, parce que tu sais, c'est une discussion qu'on peut aborder ici, justement, que j'aborderai jamais si tu m'invitais à ton show de radio, là, mais le temps, je serais pas comment, je vais aller chier dans ton salon. T'as pas fait l'école de l'humour, puis tu feras plus de radio. C'est ça, hey, garde, ça, c'est tout à moi. Je vais pisser sur ta console, c'est comme, ouais, t'as-tu que tu le connaissais, je le connaissais pas de même. Il y a plus rien qui marche dans ces affaires. Il y avait juste à me donner un jack sans fil pour ma base, moi aussi. Exactement, t'avais juste à me laisser courir partout pendant que toi tu faisais ton trait à applaudir plus fort. Toute cette amertume. C'est là que ça sort. Moi, c'est un long game. Ça fait 23 ans. Ça se mange. Ça se mange froid, cette affaire-là, mon gars. J'ai entendu que ça soit congelé, puis là, j'étais le crise en face. Je vais en profiter. Il se déplace de Québec, il n'y a rien d'autre à faire. Oui, mais c'est ça, mais pour dire au monde, c'est que t'es à Montréal, t'es venu checker les studios aussi, puis là, je dis, ben là, si tu descends, c'est vraiment bien dormir chez nous, puis je vais aller faire l'open mic du bordel. On va se bouquer au bordel, puis parce que t'as jamais vu le bordel. Fait que... Non, j'ai jamais vu le bordel, puis c'est ça, tu sais, les dernières shots d'humour que j'ai vues, que j'ai faites, ça a été beaucoup avec toi aussi, là, tu sais, tes soirées au Maelstrom à Québec, puis c'est ça. T'avais fait ma première partie, une année. Oui, mais ça, on va y revenir, parce que là, je veux parler de la radio. Tu parles de divertissement, parce que Weekend, c'est pas du long talk. Fait que tu sais, il y a quand même pas mal de musique, pas mal de pubs, parce que c'est la radio, là, tu sais. Fait que souvent, c'est des blocs de combien de temps tu parles? C'est des 6 minutes, des 4 minutes? C'est ça, c'est des 4, 5, 6 minutes. C'est vraiment un format de radio qui est hybride au fond. Puis moi, c'est là que je m'y plais le plus. Parce que tu sens pas pogné, t'as pas le temps. Du tout. Parce qu'en fait, c'est un parfait mélange entre deux amours que j'ai dans la vie, l'impro et la musique.
Tu sais, tu comprends? On joue des tunes, on joue des bonnes tunes à week-end. Le catalogue musical est intéressant. C'est très, très inspiré par tout ce qui est côte ouest américaine. Puis, tu sais, ça fait 10 ans déjà que la station est établie à Québec, puis ça va vraiment bien. Fait que ça fait 10 ans qu'on arrive avec un nouveau son aussi. Tu sais, à Québec, là, il n'y en avait pas de radio qui jouait du John Mayer, là. Il n'y en avait pas tant des radios qui jouaient du Jack Johnson. Bastille, personne connaissait ça avant que nous, on en joue. On a été dans les premiers à faire découvrir Imagine Dragons. Fait que, tu sais, dans ces bands-là, qui est un style de musique peut-être plus pop un peu, mais que moi j'aime vraiment beaucoup. On joue ça, c'est ça notre catalogue musical. Puis au travers de ça, ben, c'est comme si ça demeure pop parce que ça va toujours être pop dans le sens où ça demeure une radio commerciale. Fait que c'est dur de faire jouer d'autres choses que ça. Puis en même temps, ce qui est le fun, c'est qu'on est ailleurs un peu dans la radio à Québec parce qu'il y a vraiment des formats de radio à Québec qui sont dans le même pattern depuis des années. Le rock a toujours été très très fort dans la vieille capitale. C'est une joke de Québec, là. C'est mes ça, taxes, là. Mes impôts, Metallica, là. C'est une réalité pour vrai. Tu sais, il y a des artistes comme The Weeknd qui annulent leur spectacle au Centre Vidéotron parce qu'ils ont fait une indigestion. Ouais. Mais il y a personne, il n'a pas vendu. Mais Metallica a fermé le Colisée et le lendemain soir a ouvert le Centre Vidéotron. Tu sais, c'est vrai que c'est une réalité. Fait que le rock a toujours été fort à Québec, mais le format de musique que nous, on a proposé a quand même fait son chemin dans les 10 dernières années. Puis on a su, malgré les différentes plateformes d'écoute maintenant, facile, tu sais, t'as de la nouvelle musique au bout de tes doigts maintenant, c'est super simple. On a quand même réussi à rester un radar à nouveautés parce qu'on n'était pas nécessairement dans le top 40. Ouais. Tu comprends? Fait que le top 40, c'est sûr que c'est facile. Tu as des playlists maintenant sur les différentes plateformes, Spotify, iTunes, tout ça. Le vendredi, nouvelle musique, quand ça sort, mais ça reste qu'on est dans le top 40 généralement. Fait que d'aller jouer un peu champ gauche avec ce style musical-là, puis quand on ouvre les micros, ben, c'est comme une impro. On se donne un thème, puis on a 4-5 minutes pour développer là-dessus. Puis dans l'émission du Retour à la maison, on est 4 aussi. Fait que ça aussi, c'est un autre beau défi. 5 minutes à 4, ça se fait de même. Mais c'est un autre beau défi quand même. En fait, le problème, c'est pas de le remplir, c'est de pas dépasser. Parce que là, ça devient facile de faire un 8, 9, 10 minutes, puis là, on regarde le timer, puis on est comme, non, là, c'est trop long, ce micro-là, il faut qu'on rappe ça. Fait que le défi est au contraire de faire un début, milieu, fin, en 4 minutes, de fermer le micro, faire, OK, c'était pertinent, on a amené ces points-là, on a... Fait que de rapper ça, de condenser ça, puis moi, ça a été un des plus gros défis de ma vie, là, être père, puis synthétiser. Ouais. Quasiment sur le même pied d'égalité. Ouais, je trouve qu'un enfant, c'est pas mal synthétiser un humain. Là, c'est ça. Mais ça m'a peut-être aidé. Ça m'a peut-être donné quelques petits outils. Mais tu sais, ce format-là est hyper intéressant. Puis surtout d'avoir la latitude de parler de musique, de pouvoir en jaser. Tu sais, t'es musicien, toi aussi, tu joues de la bass. Fait que moi, ça m'arrive des fois de partir sur une chip. À un moment donné, je me souviens qu'en ondes, j'avais juste parlé du tambour de basque. J'avais présenté ça à mes collègues, j'avais dit, mais vous comprenez pas qu'il y a du tambour de basque dans à peu près toutes les chansons qu'on écoute. Puis là, on faisait juste sortir des extraits, puis le tchic-tchic que t'entends en arrière, mais c'est un tambour de basque, ça aussi, mais que ça soit la toune de El King, comme la toune d'Imagine Dragons, comme je parlais tantôt, que Loser de Beck, il y a du tambour de basque. Puis là, tous mes collègues étaient comme, ouais, ça, on n'avait jamais porté attention à ça parce que, fait d'avoir cette espèce de cet espace-là pour déconner. Tout à fait, de pouvoir déconner puis parler de musique. Fait que c'est le meilleur terrain de jeu pour moi possible. Pour vrai, t'en as parlé des différents formats de radio qu'il y a à Québec. Moi, je pense que pour l'instant, comme je suis en train de me bâtir comme animateur, ça va être dans une radio musicale. Je me vois pas aller... moi, on peut en parler là, du tramway si tu veux, là, mais... c'est pas ma tasse de thé, là, tu comprends? Parce que ça te divertira pas si on parle du tramway. Sauf si c'est moi qui fais une campagne de pub pour ça. Oh, ça, c'était divertissant. Ça, c'était très divertissant. Mais tu vois, justement, c'est le meilleur exemple de tourner ça de même, d'avoir un pattern comme ça où est-ce qu'on fait, OK, ben tu sais, c'est une réalité actuellement dans la ville, ça coupe la ville en deux au couteau, il y a des gens qui sont pour, il y a des gens qui sont contre. C'est pas que je veux pas me frotter au débat, c'est pas ça, mais c'est juste que j'aime mieux me concentrer à divertir les gens. Qui est comme... C'est une énergie qui est tous les jours être fâché après ou insurgé de quelque chose, puis il y a quelque chose là-dedans qui est comme ça start-tu vraiment bien ta journée là? Commencer la journée en s'ostinant en faisant comme ça, ça va pas de bon sens, t'es comme tabarnak, je peux-tu boire mon deuxième café puis le monde va pas brûler là? Il y a trop, comme tu dis, il y a trop d'éléments, il y a trop d'affaires dans la vie déjà qui sont tellement frustrantes, la vie va tellement vite, chaque journée est remplie de petits échecs et de petites victoires. Fait que c'est sûr que si tu regardes tous les petits échecs pour en faire des gros échecs puis condamner des affaires constamment, t'as de quoi dire à tous les jours là.
c'est bien correct, ça en prend des gens comme ça. Ceci dit, mais je suis pas cette personne-là. Mais tant mieux, mais je pense que les sondages disaient aussi que c'est... Parce qu'il y a beaucoup le cliché de la radio de Québec que c'est juste Radio X. Puis c'est pas vrai, premièrement. Ben non. Puis deuxièmement, ces radios-là qui ont ce style-là sont plus... c'est pas les numéros 1 à Québec, là? Ben, encore là, ça aussi, c'est une autre réalité dans le monde de la radio. La méthode de sondage actuellement pour savoir vraiment qui écoute quoi à quel moment. On est encore avec une formule qui date d'il y a quelques années. Puis... encore là, à certains égards, pour être honnête avec toi, je trouve ça difficile des fois parce que c'est quand même des méthodes de sondage qui gèrent des millions de dollars d'investissement parce que, comme tu disais tantôt, la source de revenus des radios commerciales, c'est la publicité. Ouais. Puis la publicité, ben nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va voir des clients en leur disant, regarde, nous, il y a tant de personnes qui nous écoutent, fait que si tu annonces ton produit chez nous, à cause des codes d'écoute, à cause du profil des auditeurs, ben, on pense que ça peut être intéressant pour toi d'annoncer chez nous. Puis moi, j'ai un podcast, puis pendant ce temps-là, j'ai pas d'annonceur parce que je réponds pas au courriel, puis je peux dire plot. On peut dire ça? On peut dire ça, toi? Plot. Je dis même pas ce mot-là dans la vie, mais genre, je le dis même pas genre avec mes amis, ce mot-là, mais là, on dirait que c'est le pire mot à dire pour perdre un annonceur. Mais une latitude, tu vois, ouais. Tu t'offres ta propre latitude aussi. Tabarnak! De pouvoir dire des mots méchants. Oui. Des mots de toilette. Des mots de toilette. On ne dit pas ça. C'est vrai, t'as des kids. Il va y avoir une conséquence si tu dis trop de mots de toilette. Il n'y a pas de conséquence, ça. C'est un safe space de merde. Mais ça prend ça, puis je pense que de plus en plus, tu sais, blague à part, plot, t'apportes ça quand même, tu sais, cette latitude-là, c'est qu'à un moment donné, il y a des balises qui s'installent de façon naturelle, puis il y a des gens qui vont tout le temps pousser les limites un petit peu plus loin. Ouais. Je pense que dans la radio à Québec, à un moment donné, il y a des gens justement qui ont outrepassé ces limites-là, qui sont allés excessivement loin. Puis comme dans n'importe quel mouvement de société, quand à un moment donné, il y a des gens qui lèvent la main pour dire « ça suffit, ça fera », puis on l'a vécu dans les dernières années avec le MeToo, puis avec différents mouvements de société comme ça, où on a décidé de canceller certaines affaires parce qu'on se dit OK, ça n'a plus de sens d'aller là, c'est assez. Qu'est-ce qui arrive souvent? Mais c'est que ça se résorbe d'un coup. Puis là, on revient même en arrière de la balise normale ou correcte qui aurait été établie. Fait qu'il y a des gens qui sont allés tellement loin que malheureusement... Le backlash est trop prudent. Le backlash est trop prudent, mais en contrepartie, il y a des gens maintenant qui ont l'air un peu... je vais le dire, qui ont l'air un peu niaiseux d'aller jouer là, puis de faire ça aussi. Puis des gens qui se sont cherchés, comme par exemple pendant la pandémie, puis des gens, puis des animateurs radio, puis des radios qui ont dit, OK, ben là, il y a des gens qui décident que faudrait aller dans la direction de non, les vaccins, puis c'est pas bon. Puis encore là, je le répète, c'est bien correct d'avoir votre opinion, mais de se coller à certaines choses comme ça parce que tu te dis non, nous, ce qu'on fait comme format de radio, c'est ça. On s'en va par là. Ben c'est sûr qu'après ça, tu sais, quand tu t'en viens à Montréal, faire ton petit bonhomme de chemin, voir 2-3 amis, puis tes collègues de Montréal, puis qu'il y a des gens de Montréal qui font « Ah ouais, tu fais de la radio à Québec, toi, ouais, la radio. » Je comprends que c'est difficile à défendre. Tu sais, des fois, il faut que je mette la table vraiment longtemps avec des gens de Montréal ou des gens d'ailleurs, parce que quand tu dis « Qu'est-ce que tu fais dans la vie, toi? Je fais de la radio. T'es à Québec? » Ouais, mais c'est pas ça. C'est pas ce que tu penses. C'est pas... Ouais, c'est pas juste souvent, ça. Là. La deuxième phrase, je suis obligé de désamorcer en disant c'est pas ce que tu penses. Je travaille pour cette antenne-là. À Québec, maintenant, ça va parce qu'on est bien établi. Puis là, le format, on est en train de l'amener puis de l'installer à Montréal aussi avec le 99.5. Mais il y a un travail à faire avec la radio de Québec. Tu es obligé d'expliquer ce que tu fais. Tu n'as pas le choix. Mais pourtant, moi, je défends tout le temps la radio de Québec parce que je sais que ça, c'est des débordements. Mais la radio de Québec, en général, de la ville de Québec, est meilleure que la radio de Montréal. Puis moi, je le pense sincèrement. Le ton, le talk radio, moi, je suis un gros fan de talk radio. Là, puis à part 98.5, on n'a pas grand-chose. Mais pas la radio de sport, le 91.9. Là. Mais tu vois, c'est pas bon. Là. Le talk radio de Montréal, l'exemple qui sort en premier, c'est tout le temps le 98.5, justement. Il y a juste l'agacé puis Paul Arcand, c'est tout. Mais en même temps, c'est tellement du haut calibre. C'est tellement du haut niveau. Tu sais, des intervieweurs comme Paul Arcand, il n'y en a pas 1000, là.
Ouais. On s'entend. Puis, tu sais, là, on a annoncé que c'était Patrick Lagacé qui allait prendre le relais. Puis, j'en ai parlé avec des gens de mon entourage. Puis, tu sais, je l'ai vu sur les réseaux sociaux. Encore là, c'est tout noir ou tout blanc. Ah, c'est épouvantable. Je vais changer de poste. Ah, ouais, c'est vraiment. Je l'aime donc bien. J'aime ça le lire dans la presse. Puis, dans le. Mais, tu sais, en même temps, je posais la question avec à des amis. Je disais, mais qui t'aurait vu à la place de Paul Arcand? Ouais. Puis, en même temps, qui va accepter de remplacer, de passer après Arcand. De passer après Arcand, parce que là, tu le sais que tu vas surfer justement sur les sondages de Paul Arcand, fait que tu vas arriver, premier sondage, ça va sortir, tu vas être encore numéro 1, loin devant, ah ben ça va bien, mais si ça se met à descendre 3-4 sondages après, parce qu'il y a un certain temps quand même avant que ça se régularise, ouais. Et là, tu le sais que c'est toi là aussi, fait que tu sais, c'est des méchants souliers à chausser, mais en même temps, le talk, nous, on n'a pas... C'est pas vrai. Il y a du talk qui se fait comme le 98.5 maintenant à Québec. Il y en a toujours eu, en fait, mais appelons ça du talk plus raffiné. Le 93 a toujours été pas pire là-dedans. Oui. Il y a eu un moment donné où ça l'a eu envie un peu parce que la compétition était tellement féroce, justement, avec Choix. Qu'il essayait d'aller chercher ça. C'est ça, je pense que oui, mais tu sais, encore là, pour être bien honnête, c'est cordonnier mal chaussé des fois un peu. Est-ce que j'en écoute assez de la radio? Je pense pas. C'est un peu la même chose dans ton domaine aussi. Tu pourrais en voir plus puis en consommer sûrement plus de l'humour puis écouter plus de musique pour être un meilleur bassiste. Puis je pense qu'en écoutant puis en regardant ce qui se fait dans ton domaine, peu importe le domaine, c'est comme ça que tu deviens meilleur en regardant puis en consommant. Puis je pense qu'encore là, à bien des égards, probablement que je parle à travers mon chapeau. Il s'en est fait du fichu bon talk puis il s'en fait encore du fichu bon talk à Québec. Mais ça a été... balayé du revers de la main pendant un certain temps parce qu'il y a eu des dérapages vraiment intenses. Mais je pense quand même que les auditeurs à Québec sont plus ouverts, un format plus parlé, plus longtemps. Tu sais, je trouve que ça se rapproche beaucoup plus des podcasts, le talk de Québec, que la radio de Montréal. T'sais. La radio de Montréal est très formatée, il y a un langage, là, on dirait, puis il y a comme une façon d'être, puis de puncher. Puis je pense que le monde, avec tous les podcasts qu'il y a, sont rendus habitués là, d'entendre du monde jaser, puis plus naturellement, puis ils sentent cette espèce de fakeness-là. Tu sais, des kits qui sont pas des chums, là, qui sont juste fait, toi, tu vas travailler avec eux autres, puis bon, on m'a déjà fait un job en radio, puis j'avais fait, t'es avec qui, tu sais, puis là, j'étais comme eux autres, puis j'étais comme, j'étais avec Nathan. Ah, là, j'ai dit non tout de suite. Là, il a répondu, je l'ai j'ai fait ça de mon bureau. C'est terminé. Non, mais t'as du monde avec qui j'ai aucune affinité avec ces gens-là. Ouais. Je suis capable de la faire, la job, là. Je veux dire, je suis capable d'aller en onde avec du monde que je connais pas, puis genre de sourire, d'être funny, puis je suis capable de la jouer. Je la connais, ce game-là, là. Ouais. Mais c'est pas ça le but. Si je pourrais en faire, je vais en faire avec du monde avec qui t'as une chimie naturelle. Puis les gens sentent ça, c'est pas des imbéciles, là. Bon. C'est autant des fois, on essaye de prendre les gens tellement par la main pour les amener ou les guider là où on veut, qu'en contrepartie, ce que tu viens de dire, c'est vrai, on oublie que les gens ont leur propre opinion aussi, puis on n'a pas besoin de... Puis tu sais, moi, c'est un des facteurs qui a joué énormément quand on m'a proposé de venir faire de la radio, puis de venir jouer à la radio, comme je me plais à dire régulièrement, parce que c'est ça, pour moi, c'est un jeu. Ouais. Je le savais avec qui je m'en venais. Tu sais, mes collègues de travail, Gab Marino, Mathieu Marcotte, Sylvie Goulet, c'est des gens que je connaissais. J'avais déjà eu la chance de travailler avec Sylvie avant aussi, parce que moi, j'étais conseiller publicitaire pour Week-end, puis C'est quoi? On avait la bannière C'est quoi à Québec. Avant, j'avais fait ça pendant 3 ans et demi. J'ai quitté pendant un certain temps pour aller travailler en agence. Je suis devenu copropriétaire, pas copropriétaire, j'avais des parts dans cette agence-là. Les Mauvais Garçons, c'était mon nouveau dada, puis à un moment donné, je l'avais signifié à mes patrons que j'avais un intérêt là, de faire de la radio. Puis il n'y avait pas de timing à ce moment-là. Puis je me souviens quand le directeur de la programmation m'a appelé pour me dire hey, viendrais-tu faire un démo? On aimerait ça que tu remplaces pendant l'été. Je l'ai quasiment envoyé promener. Là, puis j'ai fait qu'est-ce que tu veux pour vrai? Parce que je vous l'avais dit plein de fois, ça, puis le timing n'a jamais été là. Mais finalement, c'est ça qui s'est passé. J'ai fait un été, puis ça a super bien été. Puis les circonstances ont fait que ça m'a amené à pouvoir poursuivre après, puis faire ça à temps plein. Mais c'est comme tu dis, je le savais avec qui je m'en venais. Ouais. Je le savais c'était qui l'équipe. Je le savais qu'il y avait une chimie déjà, qu'il allait avoir une chimie. Parce que j'aurais jamais quitté les Mauvais Garçons avec la chimie que j'avais avec cette gang-là pour m'en aller faire de la radio à tout prix. Tu comprends, j'avais envie d'en faire, comme je disais tantôt, avec zéro modestie. J'étais un kid Kodak, mais quand même rendu à 30 ans, à un moment donné, il y a une limite. Là, tu veux pas non plus... 30 ans puis les kids, là. Ben c'est ça, tu veux pas tout perdre non plus. Puis ça faisait déjà comme 3-4 ans que je mettais mes trips à la table pour une compagnie qui était en démarrage. Mais cet aspect-là du podcast a quand même ébranlé le marché, puis va continuer à l'ébranler, c'est sûr, parce que là, comme l'industrie de la musique,
sais, l'industrie de la musique, il y a quelques années, ben ça te prenait une baraque quelque part dans le bois avec full d'équipement, puis là, tu avais un studio d'enregistrement. Puis à un moment donné, ben, il y a des gens qui ont été capables, juste avec leur laptop à la maison, de commencer à faire des hits qui devenaient numéro 1 à radio aussi. Les studios ont dû se réinventer. Le format de la radio change. Puis je pense que la grosse différence avec Québec aussi, c'est que... c'est raciste. Énormément. Puis ça, c'est le secret. Ça vend. C'est juste ça que ça prend. C'est juste ça que tu veux. Fait que si j'ai un conseil à donner aux gens qui font de la radio à Montréal, soyez raciste. Vous le savez quoi faire. Là. Juste l'ingrédient est là. Envers tout le monde. C'est ça, faut être raciste, mais raciste égal. Avec tout le monde. Idéalement. Tout le monde haït tout le monde égal. Que t'es con. Ah, ouais, c'est ça. C'est tellement ça. C'est de la merde. Aïe. Mais je suis trop sérieux. Je suis content de faire le podcast avec toi, oui. Parce que si je perds mon emploi après la diffusion de ce podcast-là, je vais revenir en faire plein avec toi. Ils peuvent pas te faire perdre ta job, mon gars. T'es le success story, t'as été malade. Puis... Ah oui, ça, c'est ça. Ouais, c'est une autre affaire aussi. Mais je voulais juste finir sur la différence entre la radio, je pense, de Québec puis de Montréal. C'est qu'à Québec, c'est ça qu'on fait dans la vie. Oui. C'est ça notre job. C'est des animateurs radio qui sont alors qu'à Montréal, il y en a des animateurs qui font de la radio. Mais tu sais, je pense qu'un Paul Arcand est peut-être dans les derniers de cette lignée-là où est-ce qu'il a fait de la télé. Parce qu'il est animateur. Parce qu'il est animateur à la radio. C'est un intervieweur. On lui a donné un micro. Il a fait de la télé aussi, mais principalement ça. Mais sinon, la plupart du temps, ben, t'es humoriste, t'es comédien, t'es acteur, t'écris dans le journal. Puis la radio a longtemps été un espèce de sideline, tu sais, j'aime pas ça le dire comme ça, mais la radio à Québec... C'est ça que c'est pareil. Mais c'est le seul média qu'on sait approprier à Québec, parce que tu sais, des studios de télé, il y en a déjà eu dans l'histoire à Québec, là, ça a recommencé nouvellement, on en a aussi à Québec, mais tu sais, il y a eu TQS qui a eu des belles années, il y a Radio-Canada qui a un studio aussi, mais tu sais, on n'a pas de production télé, il n'y a pas de téléroman tourné dans des studios à Québec, il n'y a pas... Fait que le média de la radio, ben quand les gens allument leur radio, c'est des animateurs qui ont vécu la même journée qu'eux autres, qui ont été pris dans le trafic à la même place, qui eux autres aussi sont allés magasiner aux Galeries de la Capitale en fin de semaine, eux autres aussi sont allés voir le palais de bonhomme pendant le carnaval. On vit la même chose. Une proximité. C'est ça. Puis c'est pour ça, je pense que les shows réseau à Québec fonctionnent moins bien aussi. D'avoir des animateurs Un show réseau étant un show qui est pas à Montréal, mais qui est diffusé partout à Montréal, au Québec, c'est ça. En plein ça, il n'y a pas cette proximité-là parce que, tu sais, oui, tu fais la météo pour à peu près tout le monde, mais tu n'as pas vécu la même réalité nécessairement dans ton quotidien. Fait que cette proximité-là avec nos auditeurs est hyper importante dans le style de radio. Tout style de radio confondu, en fait, à Québec. Moi, j'ai commencé en radio à CFOM 102.9. OK. Quand j'étais à l'université à Québec, là, puis j'ai fait un concours d'humour, il y avait une radio qui commanditait ça, c'était 102.9. Puis c'était Robert Ross, qui était Bob, qui était le morning man là. Puis moi, j'allais à la radio à tous les jours, puis lui m'avait pris sous son aile. Puis j'étais pas payé au début, j'étais payé pendant, là, vraiment pas cher, mais je trouvais des jokes, je donnais des jokes, puis parce qu'il avait vu que j'aimais ça, puis que je voulais apprendre. Puis c'est l'année avant que je fasse les auditions pour rentrer à l'école, puis je reparte à Montréal. Okay. Mais Robert Ross, tu sais, c'est un gars de radio. Ouais. Je l'adorais, j'ai toujours trouvé super bon. Puis, il faudrait que je reprenne un contact avec. Je l'aime, ce gars-là. Je pense qu'il enseignait à l'école de radio. Ça, mais il me semble qu'il a enseigné. Il est revenu à la radio aussi il y a quelques années. Je pense qu'il est revenu, même si c'était au 102.9 aussi. Il faudrait que je valide c'est un vrai mon pro, information. Mais c'est pas une vedette. Mais c'était genre un gars drette, super bon en radio. Je le regardais aller, il faisait ses affaires, le bon ton. Juste un vrai... travaillant professionnel de ça. Mais c'est pour ça qu'à Québec aussi, il y a beaucoup de gens qui font de la radio qui font de la radio pendant leur carrière radiophonique. Puis parce qu'on fait juste de la radio, mais quand c'est terminé la radio, souvent pas parce que tu as choisi que c'était terminé, non, parce que la radio a décidé que c'était terminé pour toi. Il y a plusieurs personnes qui se retrouvent dans des domaines finalement complètement différents, qui sont pas nécessairement dans le monde des communications. Tu sais, c'est pas tout le monde qui devient directeur de programmation ou directeur musical ou qui va travailler comme professeur justement au CRTQ. Ou, j'en ai vu là, des gens qui ont fait de la radio pendant des années, puis tu sais, des belles voix de radio, des gens qui ont connu des gros succès, puis c'est bien correct, là, je vais être clair, je juge pas personne, mais qui sont devenus des personnes qui vont travailler en finance ou qui vont dans différents domaines ou qui... Parce que
c'est ça, tu sais, je pense que il y a cette réalité-là quand même à Montréal où est-ce que tu peux faire de la radio pendant un certain temps, puis si tu fais pas de radio, ben on va continuer à te voir à la télé ou tu vas avoir un autre projet XY parce que justement t'es humoriste, puis t'as fait de la radio l'année passée, mais là tu repars ton deuxième one-man show, fait que l'année prochaine tu peux pas faire de radio parce que t'es en tournée, puis il y a cette possibilité-là, mais ça c'est un bon exemple que tu donnes au fond, tu sais, dans le sens où est-ce que quand tu arrêtes de faire de la radio à Québec, ben souvent, tu vas pas nécessairement rester dans un domaine de communication. Tu vas être appelé à faire d'autres choses dans la vie parce que quand tu faisais de la radio, c'était ça que tu faisais. Ouais, de la toutes radio. tes œufs étaient dans ce panier-là. C'est ça. Tu étais animateur à la radio. C'est cruel comme milieu là, en termes de siège éjectable. Oui, ben ça aussi, je pense que c'est une chose qui change. Ouais. Maintenant, beaucoup. En tout cas, moi, les patrons pour lesquels je travaille, clairement, ont changé ça. Ouais, ben oui, je vais en profiter pour le dire. Je vais en profiter. Mais on voyait rarement ça, des contrats à la radio, du moins à Québec, où des animateurs étaient signés pendant 4, 5, 6 ans. T'sais, c'est souvent des contrats annuels. Ouais. Puis ça marche au sondage, comme on parlait tantôt. Ouais. Fait que là, tu as un mauvais sondage, 2 mauvais sondages. À 3, 4 mauvais sondages. Puis il y a même des stations à l'époque qui avaient un pattern. Tu étais Morning Man, ça allait moins bien, tu t'en allais dans le show du retour, ça allait moins bien, tu te ramassais dans le show du midi. Là, tu le savais qu'après le show du midi, c'était pas mal la fin là, de ta carrière. Ah, il y en avait un prochain qui allait. Il y avait un roulement de même. Là, il y a une nouvelle star le matin qui va s'en aller dans le retour à un moment donné. Puis comme tu dis, c'était cruel, mais de plus en plus. Puis je pense que c'est ça, avec le pattern que nous, on a amené, d'arriver avec une nouvelle radio qui n'était pas une bannière qui existait. Tu sais, c'est pas un C'est quoi ou un rythme FM qui a été acheté. On va créer de quoi. Ça va s'appeler Week-end. On va bâtir ça. Les patrons se sont donné la latitude puis le temps de faire... Si on veut bâtir quelque chose, il faut se donner le temps de mettre les choses en place. Ouais. Fait que même si les sondages sont mauvais, ben on va continuer, Puis dans le temps, ben, ça fait en sorte qu'on a le même Morning Man avec Martin Dallaire depuis 10 ans, qu'on a Sylvie Goulet qui est là depuis le jour 1 aussi, Il y a des animateurs qui sont partis. Oui, il y a eu du roulement quand même, c'est sûr. Mais il y a une stabilité... Il y a plus une stabilité là qu'il y en a une d'habitude en radio. Vraiment. Ouais. Puis ça l'a quand même amené quelque chose au marché aussi. Puis je me plais à le dire, soyons chauvins. Là. Je pense que ça, à un moment donné, ça l'a quand même changé la donne à Québec de faire mais là, si on a un bon animateur ou une bonne animatrice, ça vaudrait peut-être la peine de le signer pour 2 ans ou de le signer pour 3 ans. Mais tu sais, ça date pas de 20 ans, là, ça. Là. Ouais. Ça date de 5-10 ans. Puis étonnamment, ça coïncide vraiment avec l'arrivée de Week-end dans le marché. Ouais. Mais tu sais, ça, c'est un truc que j'ai constaté parce que, comme je disais tantôt, j'ai été représentant publicitaire avant. Fait que j'envoyais des cas de figure où est-ce que tu rentres dans le bureau du directeur des ventes puis tu dis, ouais, là, j'aurais possiblement un plan porte-parole à vendre. Donc, tel animateur ou telle animatrice pourrait devenir porte-parole. Puis là, ton directeur des ventes te dit, ouais, ben, peut-être pas. Il sera pas là dans... Peut-être pas qu'on sait pas de... C'était ça, tu sais, le fameux siège éjectable. C'est vraiment ça l'image de la radio. C'est tout le monde est sur un siège éjectable. Il n'y a aucune stabilité en radio. Mais je pense que ça tend à changer parce que les habitudes d'écoute, plus tu es stable, plus il y a de chances que les gens s'habituent. Tu sais, je comprends que si ça marche vraiment pas avec quelqu'un, t'es aussi bien de le tasser, t'as pas le choix, tu sais, c'est ça la game. Mais à un moment donné, si quelqu'un n'est pas nécessairement les pieds dans ses baskets, mais que tu vois que les baskets sont quand même là, il suffit juste d'un peu d'ajustement, tu te donnes bien plus de chances à long terme en guidant la personne à se mettre les pieds dans les bons trous que de le tasser puis de prendre quelqu'un d'autre qui va continuer à se mettre les pieds dans les plats puis c'est tout le temps à recommencer. Fait que c'est cruel, mais c'est vraiment moins pire qu'avant. Okay. J'ai envie de penser que c'est vraiment moins pire qu'avant. Mais à Montréal, j'ai aucune idée, tu sais, comment c'est à ce moment-là. C'est encore la chaise musicale. Le drive d'une station devient le drive de l'autre station, puis des clauses de non-compétitivité, puis t'es 6 mois. Tu fais pas de radio pendant 6 mois, puis finalement, tu changes de poste. Exact. Mais tu sais, c'est parce qu'à Québec, t'as fait le tour de la cour vite, là. Fait qu'à un moment donné, quand les auditeurs... Montréal, il y a 2 postes, là. Ouais. C'est vrai que moi, mais tu le sais, moi, depuis tantôt que je capote. Là, ça fait 6 fois que je change mon char de place parce que je sais pas me parquer à Montréal. Ben oui, c'est ça. Là, puis je suis pas habitué d'être dans Grandville. Je peux pas toucher à mon char, je pourrais pas le parquer. Je fais non, ça va. Là. T'es dans Hochelaga. Là. Ben, j'ai même pas pris de chance. Là. Moi aussi, j'ai parqué mon char, j'ai enlevé mes roues moi-même, j'ai mis les blocs de béton tout seul. Il y aura pas de problème. J'ai déjà fait. Dans mon coffre. J'ai mis des faux tickets dans mon windshield. Non, je sais sortir. Je sais sortir dans Grandville. Windshield. Mon windshield est plein de tickets.
Je sais quoi faire quand j'ai... Hey, tu me montreras pas comment sortir à Montréal. C'est pas vrai. C'est moi qui va conduire tantôt là, pour le show. Ah non, moi, je conduis pas de nuit dans non, moi, ça me stresse. Non, ça me stresse trop. J'ai pas mes verres. J'ai pas amené mes verres. Les petites lunettes de lecture. Lunettes de lecture. Oui, j'avais le goût qu'on parle en terminant de parce que tu en as parlé publiquement, là, fait que je pense pas que je out personne. Là. De quoi? Où tu vas été malade. ok, ouais, ça, ouais, pas de trouble. Ouais, c'est ça. Je pensais que tu veux parler d'autre chose. Je te parle. Non, je t'amènerai pas là. C'est correct, t'as choisi de vivre sans pénis, puis c'est quelque chose qui t'appartient. Puis ça, c'est un choix. Ça t'appartient au point où j'en parlerai pas. Mais en fait, le seul conseil que j'aurais à donner aux gens, c'est si vous prenez cette décision-là, coupez-le pas vous-même. Ça, c'est une très mauvaise décision. Le mec qui sert le petit plateau à fromage avec le kit, avec le couteau, jamais. Un couteau à pain, ça a des petites dents, mais c'est très douloureux. C'est très douloureux. C'est une très mauvaise idée. Faites pas ça. Avertissement. Non, faites pas ça. Faites pas ça. Il y a des professionnels pour vous accompagner là-dedans. Bon. Mais non, c'est que moi, ça m'a quand même brassé quand j'ai vu que t'as annoncé que t'avais un cancer, puis j'étais comme what the fuck, tu sais. Ça a été c'est la meilleure façon que j'ai trouvé de le décrire là. Pour vrai, c'est un coup de pelle d'en face là. T'es pas prêt à ça jamais, puis je pense que c'est peu importe l'âge, peu importe les circonstances non plus, t'es jamais prêt à recevoir ça. T'es jamais prêt à recevoir ça, puis la réalité c'est que c'est une personne sur deux qui va recevoir un diagnostic de cancer dans les prochaines années. Puis ça, en même temps, c'est des statistiques qui sont encore peu claires, puis on comprendra que la pandémie va avoir changé la donne aussi, parce que à un moment donné, j'en parlais avec les médecins qui me suivent, puis je leur disais, j'ai l'impression qu'il y en a plein des cas de cancer autour de moi. Il y en a-tu plus maintenant? Puis ce qu'on m'a dit, c'est que la réalité, en fait, c'est qu'il y a beaucoup de symptômes qui sont très similaires à la COVID ou à la COVID longue. Fait que c'est sûr que pendant les 2-3 années de pandémie, il y a peut-être des cas de cancer qui sont passés un peu sous le radar, ou du moins ça a été plus long, un peu avant de les découvrir. Okay. Mais tu sais, c'est ça, ça a été... ça faisait un bout de temps que je me sentais pas bien, que j'allais pas bien. Puis j'avais hâte qu'on trouve ce que j'avais, parce que j'ai la chance d'avoir un médecin de famille, mais même si tu as un médecin de famille, tu t'appelles, le temps d'avoir un rendez-vous, des fois, ça peut prendre 2-3 semaines. Fait que moi, ce que je faisais, c'est que je me rendais souvent à l'urgence mineure de l'hôpital Jeffrey Hill à Québec, parce qu'il y a une urgence mineure, puis quand t'es parent, ben tu connais cette urgence mineure-là parce que ça te sauve la vie, mais il faut que tu arrives très tôt le matin. Il y a un médecin qui est là. Puis là, ça faisait 4 ou 5 fois que j'y allais dans un délai d'à peu près 1 mois et demi. Puis on a pensé que c'était une sinusite. Après ça, on m'a passé des radios, on pensait que c'était un début de bronchite. Puis à un moment donné, il y a un médecin là un matin je revenais de New York. On est allé passer une fin de semaine à New York avec des amis. On est allé voir Coldplay avec Patrice et Edouard, entre autres, dont on parlait au début. T'es allé à New York pour aller voir Coldplay? Ouais, on est allé voir Coldplay. Quel voyage gaspillé. Arrête. Là. Non, continue. Fais pas ton niaiseux. Commence pas à faire ça, mais je vais sortir le couteau à pain. Non, les petits couteaux, non! C'est ça. Je m'en vais au pénis. mais à New York, je reviens de New York, puis je reprends ma température. Puis j'étais sous antibiotiques à ce moment-là. Puis je dis à ma blonde le matin, je fais encore de la température. Fait que je retourne au Jeffrey Hill. Puis il y a un médecin ce matin-là qui dit, là, ça fait une couple de fois que vous venez rapidement. C'est quand la dernière fois que vous avez fait un bilan sanguin? Puis c'est là que tout a déclenché. Okay. C'est là que les plaquettes, les globules blancs, tout était bas. J'ai été référent en infectiologie. Là, on soupçonnait un cytomégalovirus qui est dans la même famille que mononucléose, tout ça. Donc là, bon, parfait, mais c'est ça. Ceci explique ça là. Enfin, on va savoir vers où s'en aller. Puis au bout d'une semaine et demie, je suis dans le bureau avec ma copine. Puis il y a l'infectiologue qui nous rencontre, puis elle nous dit moi, tous les tests sont beaux, tout est négatif, vous avez rien, mais on a fait un taco ce matin, on a vu une masse au niveau du médiastin, donc ici, là, c'est comme le triangle de Superman, là, entre le cœur, les poumons, puis l'espèce d'espace vide qu'il y a là. Il y a une masse là, fait que je vous transfère en hémato. Puis moi, j'ai pas catché à ce moment-là, puis ma blonde travaille dans le réseau, dans le système hospitalier, fait qu'elle a catché, puis elle a comme fait, on parle d'hémato-oncologie, puis là, elle a fait, ouais. Puis là, c'est exactement comme dans la pub qu'on voyait à la télé il y a quelques années. Là. Les chaises qui flippaient par en arrière. Là. Ton monde qui bascule, c'était ça la pub? C'est ça, c'était comme au ralenti. Tu vois un médecin avec un dossier qui annonce la nouvelle à une famille, différents cas types, puis tu vois juste les chaises partir par en arrière, puis c'est exactement ça. Là, à ce moment-là, t'es comme, OK, là, moi j'ai 2 jeunes enfants, il y en a un de 3 ans, il y en a un de 6 ans, il y a ma blonde, là j'ai 35 ans, puis là, tu es en train de me dire que j'ai le cancer, là.
là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis à ce moment-là, je suis rapidement transféré à un super endroit qui vient d'ouvrir à Québec. Il y a un méga hôpital qui se construit. Puis ça s'appelle le Centre intégré en cancérologie. Fait qu'on est en train de tout rassembler tout ce qui est oncologie dans cette nouvelle bâtisse-là, cool, ça, flambant neuf, qui est au bout de la rue chez nous. Tu sais, c'est comme... il voulait que je le teste. Là. Moi, je pense que c'était ça. Moi, je pense qu'il va... Ils m'ont dit, le gars fait de la radio, il est capable de parler aux gens. Le message vient va dans notre passer. bâtisse, il va être capable, lui, de transmettre ça. Mais finalement, je suis envoyé là rapidement. Puis là, on me dit, ouais, c'est un lymphome. Moi, c'est un lymphome au médiastin non-hodgkinien que j'ai eu. Puis là, à ce moment-là, on me dit, idéalement, il faudrait que vous soyez hospitalisé. Là. Fait que là, finalement, on me transfère, je suis hospitalisé. Mais là, moi, je rentre à l'hôpital, puis tu t'es devant le néant, t'es devant l'inconnu. Fait que là, les médecins t'expliquent qu'il va falloir faire une biopsie pour voir c'est quoi exactement. Mais finalement, j'ai passé un mois à l'hôpital parce que mon système immunitaire a fait des free games. Là. À ce moment-là, il n'y avait plus rien qui fonctionnait. Mes plaquettes étaient excessivement basses. Fait que, il y avait des médecins qui venaient me voir pour me dire, on veut même pas prendre le risque que vous quittiez l'hôpital pour vous rendre en auto chez vous. Si vous faites un accident d'auto, vous allez vous vider de votre sang. Il n'y a plus de plaquettes dans votre corps, il y a pas, ça coagulera pas. Ça coagulera pas. Fait que je recevais transfusion de plaquettes. C'est ça, tu sais, ça change une vie bout pour bout, là, comme on dit, mais tu sais, moi, j'ai quand même été chanceux dans le sens où est-ce que dans poche à cancer, j'en ai pigé un qui se guérissait. Puis tu sais, c'est pas ça pour tout le monde. Fait que moi, il y avait un plan de match quand même. Après ce mois-là, il y a eu une investigation qui a été faite. Au début, on pensait que c'était Hodgkin. Finalement, là, c'était non-Hodgkin. C'est quoi Hodgkin puis non-Hodgkin? Ça, c'est un truc aussi qui est fascinant. Là, c'est que au début, moi, je faisais l'autruche, je me mettais un peu la tête dans le sable. J'étais comme, dites-moi-en le moins possible parce que j'ai tellement peur en ce moment, puis je suis tellement anxieux. Puis à un moment donné, ça a comme viré de bord, ça, puis je me suis mis à poser des questions puis à me renseigner parce que le monde de l'oncologie est fascinant de voir à quel point on peut faire des miracles maintenant, puis il y a peu d'éducation là-dessus. On a beaucoup à apprendre. Avant d'avoir un cancer, on devrait savoir bien plus d'affaires que ça, je pense. Et c'est ça. Hodgkin, en fait, c'est comme un paquet de cellules différentes qui deviennent malades. Puis le non-Hodgkin, comme dans mon cas, moi, c'était les cellules B qui étaient malades. Donc, le corps produit trop de cellules. Ces cellules-là deviennent malades. Là, je l'explique très grossièrement. On s'entend, je ne suis pas un spécialiste. Hodgkin n'est pas là. C'est ça qui ne sera pas fâché, au moins. Mais moi, le problème, c'est que le mien était riche en cellules T. Justement. Fait que ça faisait en sorte que vu qu'il y avait des cellules B, des cellules T, ben ils pensaient que c'était Hodgkin au départ parce qu'il y avait plein de cellules. Puis finalement, c'est ça en pathologie. T'sais, à peu près à tous les jours, j'avais un médecin qui venait et qui me disait, ouais, pathologie, ils sont pas certains encore, faut les laisser aller. Mais là, tout pendant ce temps-là, tu as un cancer, fait que t'es comme là, le temps avance. Là. Moi, on donne ça un traitement, C'est quoi le plan de match, là? Mais t'as juste besoin de te rassurer de qu'est-ce qu'on fait. C'est ça, de qu'est-ce qu'on fait avec ça. Puis là, c'est surtout que pendant cette période-là, t'es comme dans le néant. Fait que tu sais, là, tu poses des questions, mais pas tant parce que tu veux le savoir, mais pas trop le savoir non plus. Mais la question que tu as au bout des lèvres, c'est est-ce que je vais mourir? C'est ça la question que tu te poses quand quelqu'un te dit. Parce que la journée où un médecin te dit c'est un cancer, c'est la fatalité. C'est OK, aujourd'hui, quelqu'un vient de m'annoncer que je vais mourir d'un cancer. Maintenant, c'est lequel? Mais c'est pour ça que je disais tantôt qu'il y a un manque d'éducation par rapport à ça parce que c'est plus vrai que c'est ça. Malheureusement, il y a des gens qui se font diagnostiquer des cancers qui sont incurables. On est dans des soins palliatifs à ce moment-là, c'est vrai. Mais il y a des soins palliatifs maintenant qui peuvent durer pendant 5, 10, 15, 20 ans. Il y a beaucoup de choses à apprendre sur ce milieu-là, sur ce monde-là. Puis surtout à quel point on est bien accompagné, puis on peut chialer sur le système de santé tant qu'on veut. Et ça se peut que tu attendes 10 heures à l'urgence si tu y vas parce que tu t'es cassé un bras. Mais je peux te garantir un truc, mon gars, quand tu as le cancer, tu as une équipe béton autour de toi. Tu sais, moi, j'avais 3 oncologues qui me suivaient. Mon cas a été vu par plus d'une dizaine d'oncologues à 1 ou 2 meetings. J'ai accès à une infirmière pivot que je peux appeler jour et nuit pour qu'elle réponde à mes questions. Tu es associé avec un psychologue en oncologie, fait que je suis suivi en psycho-oncologie aussi. Au niveau de la Fondation québécoise du cancer, j'ai eu des soins qui ont été au niveau massothérapie, au niveau de la kinésiologie, au niveau de l'alimentation, accès à des nutritionnistes aussi, pendant le combat, après le combat, tu sais, t'es loin d'être abandonné. Là. On a un réseau de santé vraiment qui est béton. Fait que ça a été un 4 mois de combat, 6 traitements de chimiothérapie,
aux 3 semaines, où mon corps a changé encore là, bout pour bout. J'ai perdu 35 livres que j'ai repris au complet. Soit dit en passant. Soit dit en passant. J'ai perdu mes cheveux. Mais tu sais, encore là, super bien accompagné. Je me souviens, la pharmacienne, elle venait me voir, me dire, avec le traitement que je te donne, c'est sûr que tu perds tes cheveux. C'est sûr que tu perds tes cheveux parce que là, maintenant, j'avais vu qu'il y a des casques de glace maintenant que tu peux mettre sur la tête pendant les traitements pour éviter de perdre les cheveux avec certains traitements. Ouais. C'est quoi, c'est-tu pour comme résoudre le flot sanguin, puis genre... Ça résout ça résorbe le flot sanguin, puis en même temps, ce que ça vient faire, c'est que ça vient comme fermer la base du follicule pileux. Fait que ça l'empêche de tomber pendant le traitement, puis les jours suivants. Fait qu'il y a cette méthode-là maintenant qui existe aussi, puis qui fonctionne, mais tu vois, moi, on m'avait averti, tu vas perdre tes cheveux, tu vas probablement perdre le poil partout sur ton corps, ça se peut que tu perdes tes sourcils. Puis tu sais, ça, c'est fréquent quand tu parles avec ta blonde, mettons, un moment donné, puis t'es fatigué un peu, puis tu fais... Ah ben, c'est mes cils. Ils sont dans mes mains. Il y en a plus. Tu sais, t'es comme... C'est fréquent, tu sais. Puis le matin où est-ce qu'on a pris la décision, ma blonde puis moi, que là, on me rasait parce que j'avais l'air plus malade avec juste des plaques de cheveux. Puis pour mes garçons, tu sais, j'étais comme, OK, là, mes gars sont tu sais, ça n'a pas de sens. Là, ils peuvent pas me voir comme ça. C'est plus épeurant de voir papa comme ça. Puis moi, j'ai toujours porté la barbe. J'ai toujours eu les cheveux quand même. J'ai une bonne touffe, là, tu sais. J'ai fait que du jour au lendemain que tout ça change, d'expliquer à mes garçons si papa est très malade, puis ça va être un long combat, mais là, il va falloir faire attention, il faut se laver les mains, je vais porter un masque à la maison tout le temps, Ça a été une esti feed ride, tu sais. C'est clair. Une esti feed ride que j'ai pas tout compris. Puis là, j'ai eu mon dernier traitement le 19 octobre dernier, puis là, je suis là-dedans en ce moment-là. Tout l'aspect psychologique, je te dirais, m'a tout rattrapé après. Ce qui est un processus normal de ce qu'on me dit encore là, des gens qui m'accompagnent, mais je suis beaucoup là-dedans là, en ce moment-là, de comprendre. La journée où les médecins m'ont dit que j'étais guéri, je me souviens de m'être assis chez nous puis de faire comme tabarnak, qu'est-ce qui vient de se passer? Encore là, c'est la meilleure façon de l'écrire. De fait, là, quand je suis sorti du manège, j'ai comme fait OK. Puis là, je me suis rendu compte que je rembarquais sans le vouloir dans un autre manège. Parce que tu penses que c'est fini. Puis il y a des gens pour qui c'est ça. Ils sont capables psychologiquement de faire comme je suis guéri, c'est fini, parfait, c'est fini. Puis j'aurais aimé ça être de même, mon gars. Là. Mais là, t'es quoi? T'es dans la peur, l'attente de... Dans pendant... Ironiquement, c'est peut-être pas le bon mot, mais ironiquement, je vais utiliser ce mot-là. Pendant le combat, à un moment donné, je prenais même plus de médication pour dormir. Moi, je suis quelqu'un de nature anxieuse puis stressée. Je prenais plus de médication. Là, j'étais dans le combat. Là. C'était avec les OH à côté. Puis c'est ça qu'on a à faire. Ouais, puis là, je sortais d'un traitement de chimiothérapie. Puis là, le défi, c'était pour les 3 prochaines semaines. Pogne rien, attrape rien, pas de virus pour être sûr que le prochain traitement est dans 3 semaines. C'était ça l'objectif. Puis il me l'avait dit aussi, fais pas ça. Attends-toi pas à être sur la chaise pour une dernière fois le 19 octobre, même si c'est ça dans les dates, on ne sait pas ce qui peut arriver. Ça se peut que ton système immunitaire soit trop bas, parce qu'avant chaque traitement, il y a un bilan sanguin, et le médecin doit approuver, un des oncologues doit approuver le traitement de chimiothérapie du lendemain. T'sais, ils font pas « Ouais, c'est aux 3 semaines, viens-t'en, puis ouais donc, pic, puis on va. » Tout ça est vraiment suivi de près. Donc, moi, c'était l'objectif de me rendre au 19 octobre. On s'est rendu là. On fait ce qu'on appelle un TEP scan pour être sûr qu'il n'y a plus d'activité dans le lymphome. On me prévient. Ça se peut qu'il reste de l'activité un peu. Si jamais il reste de l'activité, là, au moment où on se parle, on serait peut-être capable d'opérer et d'aller chercher une partie du lymphome pour voir est-ce que c'est juste parce que le feu est en train de finir de s'éteindre ou on est obligé de retourner en traitement. On te prépare à tout ça. J'ai les différents scénarios devant moi sur la table. Finalement, le 25 novembre, quand j'ai eu les résultats à un mois de Noël, avec tout ce qu'on a vécu, je me dis, écoute, il n'y a rien qui arrive pour rien dans la vie. Là, c'est un mois avant Noël, c'est sûr que les nouvelles vont être bonnes. Mais toujours avec un stress pareil, finalement, les nouvelles sont super bonnes. Puis à partir de là, tabarouette, c'est la peur que ça revienne. Ouais, c'est ça. Là. Instantanément. C'est ça. Parce que le médecin te dit pas que tu es guéri. Le médecin te dit que tu es en rémission. Puis là, c'est un processus sur 10 ans. Fait que là, moi, j'ai des bilans aux 3 mois pendant un certain nombre d'années. Puis à un moment donné, ça va être le call des médecins. De dire, ben c'est correct, là, on va faire ça 2 fois par année. Puis à un moment donné, juste 1 fois par année. Puis d'espérer, en touchant du bois, que ça va pas revenir. Mais
de te réveiller de façon incohérente des fois à 2-3 heures du matin, d'avoir l'impression que tu as de quoi dans le chest, puis de faire « Ah, c'est en train de revenir, c'est en train de revenir, c'est en train de revenir, ça me tente pas, ça me tente pas, ça me tente pas, ça me tente pas. » Là, je suis là-dedans en ce moment. Ok. D'essayer de gérer ça, de prendre ça petit bout par petit bout, puis d'essayer de prendre ce qui est incohérent, pas de le rendre cohérent, Ou de le laisser passer, puis de lâcher prise, l'accepter, mettons. de lâcher prise, de comprendre, de faire « OK, là, j'ai peur, mais pourquoi j'ai peur dans le... » Puis ça, ça va être je pense, le nerf de la guerre pour moi dans les prochaines années. Puis le fait d'être en communication, le fait d'être à la radio, le fait d'être capable d'en parler, même si ça me fait peur, si je t'en parle, puis j'ai peur, j'ai des images, d'être capable de le faire peut-être pour les gens qui sont moins à l'aise de le faire ou moins à l'aise d'en parler, ça, je pense que ça va avoir changé ma vie à jamais aussi. Je vais devenir un porte-parole du cancer pour le restant de ma vie. Puis je l'aurais peut-être été si ça avait été ma mère qui l'avait eu ou quoi que ce soit, tu sais, mais là, de l'avoir vécu comme ça, ça va faire de moi automatiquement un porte-parole du cancer pour le restant de ma vie. C'est ça. Et puis, porte-parole des traitements du cancer. Ben, des traitements... Porte-parole du cancer, c'est quand même... Ouais, c'est mal dit, mais c'est ça pareil. Ouais. C'est ça pareil, parce que le problème avec ce stifi de mot-là, c'est qu'il fait peur. Ouais, c'est normal qu'il fasse peur, mais il faut défaire ça d'une certaine façon. Puis ça, je le dis pour vrai en toute modestie. Là, je vais reprendre toute la modestie qu'on a sortie de la pièce. Et je le fais en toute modestie. Mais si je suis capable, à quelque part, peu importe la façon, d'être un véhicule de communication pour que les gens aient déjà des outils avant de rentrer dans le cancer, de savoir à quoi s'attendre un peu, parce que le cancer, c'est très large. Tu sais, ça peut être un cancer, ben on va te gratter la peau ici demain après-midi, puis c'est fini, tu n'as plus le cancer. Mais le cancer, ça peut être aussi, ouais, M. Rivard, il reste 2 semaines. Ouais. Puis ça va être ça. Fait que pour l'instant, on donne pas de traitement, on laisse ça aller, puis vous êtes admissible à l'aide médicale à mourir. Ça peut être ça, le cancer. Ouais, c'est tout ce qu'il y a entre les deux. Mais à partir de là, c'est ça, moi, que j'ai constaté dans les derniers mois, puis le mois d'hospitalisation, c'est que tant que t'es pas dedans, tu sais pas à quoi t'attendre. Puis tu sais ce qui m'a fait réaliser ça? C'est que la question que je me suis fait le plus poser à ma sortie de l'hôpital, c'est « Ah ouais, t'as des traitements de chimiothérapie, t'es-tu bien malade? » Genre malade, tu sais, la tête ben dans c'est le qu'on bol, pense que c'est ça. C'est l'image collective qu'on a. Puis ça aussi, j'en parlais avec les médecins. Puis les médecins me disaient, c'est sûr que, imagine n'importe quel film ou une série télé ou une pub, une affiche pour le cancer, ça va... La façon qu'on l'a véhiculé dans les dernières années, c'est beaucoup ça. Imagine une femme qui a un diagnostic de cancer du sein avec plus de cheveux, le bandeau sur la tête, puis est en train d'être malade dans la toilette. Moi, pour vrai, en 6 traitements de chimiothérapie, j'ai eu mal au cœur 2 minutes 30. OK. Parce qu'il y a de la médication pour ça maintenant. Je dis pas que c'est comme ça pour tout le monde, parce qu'encore là, comme je disais tantôt, ça a le dos large, le cancer. C'est ça, c'est des expériences différentes. Là. Tout à fait, puis tout dépendamment de ce que tu as comme diagnostic, mais il y a des trucs quand même fascinants à apprendre. J'ai croisé à un moment donné au Centre intégrant en cancérologie une ancienne collègue de travail qui combattait un cancer du sein, puis elle m'expliquait qu'elle n'a pas eu de chimiothérapie. Elle a eu de la radiothérapie, puis elle a passé en immunothérapie. On essayait de déclencher sa ménopause parce que les cellules malades qui se développaient dans son corps, c'est des cellules que son corps arrêterait de développer si elle passait en ménopause. Fait que là, OK, là, t'es en train... Moi, je sais pas ça. T'es en train de m'expliquer qu'on est capable de vaincre le cancer du sein sans passer par la chimiothérapie, tout dépendamment du cancer du sein que t'as. Oui, c'est une option. Ça se peut, ça. Maintenant. Fait qu'il y a énormément d'options différentes. Il y a plein d'affaires. Il y a des pièces de casse-tête qui ont été juste changées de place. À un moment donné, j'étais assis devant un monsieur en traitement de chimio, tu sais, puis il me regarde et il me dit « Qu'est-ce que tu fais là, le jeune? T'as pas d'affaire avec ça, toi. Ben trop jeune, tu sais. » Puis j'y explique un peu mon cancer. Puis lui, il a un cancer colonorectal stade 3. Puis là, je suis comme cancer colonorectal, stade 3, ou c'est pas Noël, là, tu sais. Puis il dit non, mais il dit en même temps, tu sais, il dit, vois-tu, lui, il m'a expliqué qu'il a fait de la radiothérapie. Là, il est en chimiothérapie. Puis après ça, il va être opéré. Puis là, vous me dites ça comme si c'était pas dans le bon ordre. Il dit, non, il dit, à une certaine époque, là, je sais pas quand dans l'espace-temps, il faisait la radiothérapie, il opérait pour enlever une partie du côlon. Puis après ça, il finissait le ménage avec la radiothérapie. Mais il y a un spécialiste quelque part un matin qui s'est levé et qui a dit « Si on change les 2 dernières pièces du puzzle,
on pourrait faire plus de ménage avec de la chimiothérapie avant d'opérer. On en enlèverait moins. Il y a moins de gens qui se retrouveraient avec une poche. Ouais, c'est pas fou, ça. On va essayer ça. Fait qu'ils ont essayé ça, puis dans bien des cas, ça a fonctionné. Il y a beaucoup moins de gens maintenant qui se retrouvent avec un petit sac, avec la petite poche externe, finalement. Puis on est capable de ramener des gens qui sont stade 3 de cancer colonorectal. Fait que quand je parlais de la fatalité tantôt, c'est encore une réalité, mais c'est pas nécessairement parce qu'un médecin t'annonce que tu as un cancer aujourd'hui que tu apprends de quoi tu vas mourir. Ça se peut que tu meurs dans 40 ans, dans ton sommeil en dormant, comme la vieille madame dans Titanic. Là. Ouais. Ça se peut que ça soit ça aussi ton histoire, mais c'est ça. Je pense qu'il y a beaucoup d'éducation à faire autour du cancer puis de l'oncologie en général, puis on s'est peut-être pas donné les outils pour le faire ici au Québec. Fait que bien modestement, si moi, dans les prochains mois, prochaines années, je peux, d'une façon ou d'une autre, faire un podcast comme ça, m'asseoir avec des médecins, puis explique-moi comment ça fonctionne. Je suis pas médecin, hein? Je sais pas, je te l'ai dit. Là. C'est pas ça que t'as fait? C'est l'école de quoi que t'as fait? De l'humour. Ah, Stifi, non, c'est pas ça. Je me suis trompé. T'étais sûr, t'étais médecin. Je disais à tout le monde qu'on était proche, là. On vient de... Mais j'étais sûr qu'après... Parce que moi, j'aurais besoin d'avoir un renouvellement de fentanyl. Ah non, j'ai plein de fonds de pilules, là. Ah, c'est parfait. Okay. Oh, oui, j'ai plein de fonds là, que j'ai pas utilisés, là. Je peux te calmer ça, cette anxiété-là en tabarnak, j'ai tellement hâte, moi, d'essayer ça. Parce que j'ai envie que tu me prescrives de quoi. Faire une tisane aux moches, là. Moi, te mélanger mes fonds de pilules puis une tisane aux moches. Pour tout oublier. Ça va être un autre voyage, mon chum. Ah ouais? Mais j'arrête pas de t'interrompre pour faire des jokes, c'est parce qu'on se connaît tellement depuis longtemps. Ah, mais c'est correct aussi, c'est correct. Il faut dédramatiser un peu. Ouais, mais c'est surtout pas cette situation-là. Voyons absolument pas que tu penses que c'est un. Ben, toi, tu le sais, là, que les gens pensent que c'est un manque de sensibilité de ma part. Non. Parce que. C'est juste, tu connais tellement. Ben oui, on se connaît, puis je peux le confirmer, ça aussi. Tu fais partie des amis proches qui m'ont écrit souvent, qui m'ont texté, qui ont pris des nouvelles, qui ont. Qu'est-ce qu'on fait, là? Qu'est-ce qu'on peut faire? Ça a été. Quoi t'as besoin, puis. Ben, tu sais, puis d'être le premier aussi, tu sais, je pense que dans notre gang, cercle d'amis, dans notre gang, d'être le premier. Puis c'est ça, moi, j'ai toi, tu sais, Pat, ton cousin moi, qui est mon j'ai fait l'école de l'humour en premier. Toi, t'as eu j'ai eu le cancer. C'est que chacun, tu sais, t'as juste... Fallait absolument que t'aies ton affaire. T'étais pas capable de pas... Ouais. Tu l'avais encore sur le cœur. Je l'ai dit tantôt, moi, j'étais un kid Kodak. Je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais bien faire? Il m'a shifté à l'humour. Hey, c'est pas vrai. Là, le tabarnak. Il va pas faire ça deux fois. Il y en a pas question. Il y en a pas. Fait que là, je me suis dit, si je veux faire de quoi de plus gros que lui en humour, faut que j'aie un cancer. Finalement, j'ai fait la première partie d'Alex Barré. Ben, c'est ça, mon esti. Ça m'a donné ça. Ils t'ont donné. Ouais. Parce qu'il a vraiment fait ça. Il a fait première partie d'Alex Barrette à Albert Rousseau. Puis là, tu m'as demandé d'aider à travailler ton texte. Oui. Fait qu'évidemment, on a fait des jokes de cancer. Mais c'était juste ça, en fait. C'était juste, je t'ai demandé d'aider à travailler mon texte juste pour que tu le saches que je faisais ça pour que ça te fasse chier. Oui, que tu vois. C'était juste ça. J'ai mon ami, il a un succès. Fait que moi, naturellement, ça me déprime, tu sais, parce que le bonheur, il y a juste moi qui ai droit à ça. C'est juste ça que je voulais. C'est un long game, mais t'as bien fait ça, ça m'a détruit. Mais tu vois, tu pensais que c'était toi qui faisais le long game 20 ans plus tard. C'est quoi, je disais, on disait tantôt, tu disais, j'ai fait Albert Rousseau. Je fais, ouais, mais c'est ça, c'est sûr, toi, t'as eu un cancer, tu sais. Je fais toujours les mêmes qui ont tout. Mais maudit chanceux. Mais moi aussi, si j'en avais un cancer, je l'aurais fait, Albert Rousseau. T'aurais pu. Mais j'en ai parlé avec des gens de ça à un moment donné, puis je me souviens pas c'est qui m'a dit ça, mais il y a quelqu'un à un moment donné qui m'a dit, c'est-tu comme ton rêve d'enfant? Puis j'ai dit, ouais, c'est un peu ça, je pense. C'est un peu ça. J'ai eu comme mon rêve d'enfant de pouvoir faire un number à la salle Albert Rousseau, mais tu sais, ça aussi, c'est une autre chance incroyable que puis là, on peut tomber dans ces grandes phrases-là. Là, ouais, mais tu fais ta chance, tu fais ton succès dans la vie. Ouais, c'est bien correct, là, mais tu sais, je vais le dire de même parce que c'est quand même ça. Je suis quand même vraiment chanceux d'être aussi bien entouré dans la vie. Puis dans des événements comme ça, tu t'en rends compte à quel point tu es bien entouré, puis qui sont les personnes qui sont là pour vrai aussi. Il y a un processus naturel qui s'enclenche. Puis sans vouloir dire qu'il y a un tri qui se fait, c'est pas ça non plus. Mais d'une certaine façon, je pense. Ça se fait naturellement. Ouais, c'est ça. C'est pas un choix conscient que tu fais ton bac à amis puis tu fais comme toi, il va le donner. Si on va le donner, si on le garde. Là. Ça fait peut-être partie du processus de certaines personnes aussi avant, après un cancer. Mais moi, ça n'a pas été ça. Il y a vraiment un tri qui s'est fait naturellement. Puis pour être bien honnête avec toi, des gens très très proches de moi, là, ça peut pas être plus proche que ça. Là. Genre, on a le même sang dans nos veines, mais
mais que veux-tu? À un moment donné, la vie a comme fait que... Mais eux, ils ont plus de plaquettes. C'est ça. Mais là, peut-être que moi, maintenant... Puis moi, en plus, j'en ai de plein de gens. De plaquettes de d'autres mondes. De plein de gens. Fait que dedans, moi, on est plus que moi. Ensemble, on est un maintenant. Tu comprends? Mais ça, c'est malade, hein? Là, tu me parles là-dessus. Parenthèse, à un moment donné, j'avais tellement besoin de plaquettes qu'ils sont venus me faire un test un matin parce qu'ils me cherchaient un donneur, un espèce d'ange gardien. Fait que moi, cette personne-là, je sais pas c'est qui, je la rencontrerai jamais, mais il y a quelqu'un quelque part dans la ville de Québec qui a été appelé. Parce que c'est un donneur ou une donneuse de plaquettes. Puis cette personne-là s'est fait dire par Emma Québec, on a un besoin en ce moment pour un patient que lui ou elle ne connaîtra jamais. Aussi, évidemment, vous comprendrez qu'il garde tout ça confidentiel. Mais on demandait à cette personne-là de se déplacer 1 ou 2 fois par semaine pour venir donner des plaquettes. Parce que moi, à un moment donné, au plus bas, là, c'était genre 5-6 poches de plaquettes par jour. Là. C'était... Puis des plaquettes, je pense que c'est bon comme 2 jours. Okay? Ah ouais, fait que ton corps en produise tout le temps. Là. C'est pas une affaire que tu peux extraire, c'est pas un don de sang, là, puis on extrait ça du sang. Il faut vraiment que quelqu'un vienne faire un don de sang, de plaquettes ou de plasma. Ou peut-être que ça s'extrait du plasma, mais en tout cas, c'est pas juste un don de sang standard. Fait qu'il y a quelqu'un quelque part qui a eu un appel d'Emma Québec, qui s'est fait dire on a un dude à l'hôpital qui aurait vraiment besoin de plus de plaquettes. Ça te dérangerait-tu de te déplacer, mettons, à tous les mardis puis à tous les jeudis? Puis cette personne-là a fait ben oui. Je suis là. Puis moi, je suis là parce que cette personne-là a dit ben oui. Parce que des fois, il me donnait des plaquettes selon le groupe sanguin, mais j'avais des réactions des fois. Là, des fois, je me sentais moins bien. Puis je suis oh, peut-être, c'est le même groupe sanguin. Mais puis à un moment donné, ils ont réussi à trouver comme un donneur, comme je disais, là, ou une donneuse avec qui, OK, là, les plaquettes fit vraiment bien. Fait qu'il faudrait contacter cette personne-là. Fait que ça aussi, c'est capoté là, quand tu y penses, là, de faire OK, il y a quelqu'un qui le sait pas, mais qui m'a sauvé la vie parce qu'il a accepté de se déplacer comme 2 fois par semaine pour venir donner des plaquettes. C'est quelque chose qu'on peut. Parce que, tu sais, le concept du don d'organes, il est super bien intégré, on le connaît, le don de sang, on est habitué d'en entendre parler. Mais être donneur de plaquettes, c'est-tu un endroit où on s'inscrit? C'est un endroit où est-ce que c'est ça? Il faut que tu t'inscrives pour ça. Puis il y a différents facteurs là, qui vont jouer. Puis là, je veux pas dire n'importe quoi, mais tu sais, comme moi, mettons, qui a eu le cancer avec des traitements de chimiothérapie, il faudrait que je m'informe. Je suis pas certain que je peux donner des plaquettes. De toute façon, tu sais, c'est comme si je te disais, je vais partir à une concession automobile, mais je vends juste des Isuzu 84. Mon stock est déjà scrap, on le sait. Fait que ça serait pas fair de faire ça pour personne de toute façon. Isuzu 84. Je vais te donner mon 16 à te tendre dessus. Ouais, toi, il me semble que... Il sort en sirop un peu, là, mais il est encore bon. Fais-le bouillir 15 minutes, puis un petit coup de pied dessus. Ça va bien aller. Tu vas voir, c'était écœurant. Ça va bien aller. Regarde, je suis encore là. mais je pense que des femmes... enceintes ou qui ont accouché. Les femmes qui ont accouché, je suis pas certain que tu peux donner des plaquettes parce qu'il y a une réalité d'hormones. Il y a des critères à respecter. Mais... Il y a des critères à respecter, mais ça, tu contactes Emma Québec au fond, puis à partir de là, tu dis, tu sais, moi, je voudrais donner du sang, je voudrais faire des dons de plasma, puis je voudrais faire des dons de plaquettes. Puis pendant la pandémie, ça a été vraiment problématique, ça. Les banques de sang ont vraiment diminué énormément, puis c'est normal parce que c'était plus difficile d'aller donner. Il y avait un paquet de contraintes, évidemment, mais on n'est pas... Il y a aussi les hold-up de vampires. Là. Ça c'est tutanant. Ça c'est tutanant. Tout. Ça, depuis Twilight, là, c'est un fléau. C'est un fléau. C'est un fléau, ça. Vampire avec des bas de nylon puis des shotguns. C'est tutanant, ça. Tu sais, t'es déjà blanc comme un drap. Pourquoi tu mets un bas de nylon? Fais pas ça. Mais j'aimerais ça. Faire ça. Genre, être donneur de plaquettes. Il y a quelque chose là-dedans de le fun de... Sauf que je savais, tu sais, parce qu'on dirait que don d'organes, à part genre un rein, que tu peux en vivre avec juste un. Ouais. On dirait que t'es comme, ben quand je vais mourir, moi faites ce que vous voulez. Là. C'est ça. Moi je suis bien open à ça. C'est ça. Le sang, ben c'est beau, je vais y aller 1 fois par année ou 2 fois par année, mais les plaquettes, on dirait que ça c'est comme t'es comme de garde de plaquettes. Ouais. Puis je sais même pas où. T'appelles Emma Québec? Oui, c'est ça. Tu contactes Emma Québec. Tu vas dans un centre de don de sang, dans un bureau, peu importe. Puis à partir de là, il y a des gens sur place qui vont pouvoir te donner toutes les informations requises pour pouvoir faire ça. Parce que je pense aussi que... comment je dirais bien ça? J'ai comme l'impression que c'est pris pour acquis un peu aussi.
c'est comme ça, on n'en manquera jamais du sang. Il y a d'autres personnes qui font ça puis qui vont en donner, fait qu'on va toujours être correct, puis on va... Mais tu sais, moi, ça m'est arrivé des journées, mettons, le matin, d'avoir une prise de sang, puis le médecin me dit, faut qu'on donne des plaquettes, puis là, il est rendu 11h30, midi, puis là, il est rendu 3h l'après-midi, puis j'ai toujours pas eu les plaquettes de la prise de sang qui a été faite à 6h le matin, puis là, c'est comme moi, on a rappelé moi Québec, puis ça s'en vient, ce sera pas long. Puis là, à un moment donné, t'es dans ton lit d'hôpital, puis tu comprends que c'est parce qu'il n'y en a pas de plaquettes, là, au fond. C'est ça qui arrive, là, c'est que... Puis là, finalement, l'infirmier ou l'infirmière arrive super content avec le sac de plaquettes, puis ça ressemble à du caramel. OK. On dirait une poche de caramel au fond des plaquettes. C'est vraiment, c'est doré, là, puis c'est très onctueux. Là. C'est comme du sirop, pour vrai. Là. OK. Puis là, il arrive avec le sac de plaquettes. Puis là, parfait, on va te donner les plaquettes. Puis toute la gestion que ça amène aussi, ils peuvent pas juste te plugger les plaquettes puis s'en aller puis revenir dans une demi-heure quand ça va être fini. Là, je pense que c'est le premier, je me souviens pas exactement, mais je pense que c'est le premier 15 minutes, c'est l'infirmier ou l'infirmière est obligé de rester à côté de toi pour être sûr qu'il n'y a pas de réaction, que tout est correct. Puis après ça, il peut quitter puis revenir à la fin du don de plaquettes. Fait que c'est tout un processus, mais on a... Oui, je pense qu'on a un peu ce problème-là au Québec aussi, parce que notre système de santé est gratuit, il est acquis, mais on comprend pas à quel point ça reste que c'est collectif. On dépend tous l'un de l'autre. Il faut que tout le monde ensemble, on travaille pour que le... Tu sais, on chiale souvent contre le système de santé, là, puis le système de santé est supposé nous aider, mais on devrait peut-être se poser la question davantage comment nous, on peut aider notre système de santé aussi. Cette sensibilisation-là n'est pas assez faite. Puis tu sais, pendant la pandémie, on a parlé beaucoup des infirmiers puis des infirmières, puis c'est bien correct, puis c'était hyper important, c'était le nerf de la guerre. Mais tu sais, moi, je connais des gens qui sont dans le système hospitalier aussi, qui ont été là à tenir le fort pendant toute la pandémie au complet, puis ils n'ont pas eu de bonus, là. Il n'y avait pas d'argent supplémentaire, il n'y avait pas de... Ou c'est arrivé dans les derniers mois de la pandémie, là. Puis... Ces gens-là un autre métier qu'infirmier ou infirmière. Ces gens-là étaient à risque pareil. Là. La personne qui fait le ménage de l'hôpital puis qui désinfecte les chambres, là, heureusement qu'elle est là en temps de pandémie. Cette personne-là, est-ce qu'elle avait des bonus COVID? Est-ce qu'elle avait des... C'est ça, avec un système de santé comme on a aussi, il y a une réalité politique dans tout ça. Puis bref, c'est ça. Faut pas que j'embarque dans ce débat-là non plus, mais... Il n'y a pas un gros syndicat des concierges d'hôpitaux. Il y a un manque d'éducation globale. Il y a une phrase, là, tu sais, sans valet, il n'y a pas de roi. Ouais. Puis je pense que ça, avec le système de santé, des fois, on l'oublie souvent, que tu sais, il y a toute une équipe complète. Puis oui, il y a des gens qui font 1,5 million par année, mais il y a des gens qui gagnent encore 35-40 000 par année, puis ça n'a pas d'estifie de bon sens, tu sais. Ouais. Mais c'est ça, tu sais, c'est... J'ai été 1 mois à l'hôpital, puis il y a des... Quand tu es à l'étage d'hémato-oncologie à l'Hôtel-Dieu à Québec, il y a des petits pots de crème glacée. Coaticook. OK? OK. Parce que tout le monde est en perte de poids, tout le monde a le cancer, tout le monde est malade, tout le monde a le système immunitaire à terre, tout le monde est... Puis, il y avait des préposés aux bénéficiaires qui, le soir, venaient me porter le petit pot de crème glacée. Puis ces gens-là, parfois, ont été pour moi... Ça a donné le même résultat qu'une séance avec le psy ou la psy. Là. Tu comprends? Juste par ce petit pot de crème glacée-là, à M. Meillard, c'est tough, à soir, vous avez de la peine. Ah là, ça fait 1 mois. Moi, j'ai pas vu mes enfants pendant 1 mois. Là. Ils pouvaient pas venir à l'hôpital parce que c'était trop dangereux de rentrer le loup dans la bergerie. Là, c'est des kids, là, on peut pas les faire rentrer Ils comprennent pas comment... on peut pas faire rentrer des enfants qui arrivent de l'école puis de la garderie dans un milieu où est-ce que tout le monde a plus de système immunitaire. C'est bien trop dangereux. Tu sais, même quand je suis rentré à l'hôpital, j'avais la COVID. J'ai testé positif. Ça allait bien en esti. Oh, c'est une j'avais bonne la COVID année, en plus. Fait que j'étais pas à l'étage d'hémato-oncologie. Puis au début, les médecins hésitaient à venir me voir parce que là, j'étais à l'étage COVID. Puis là, ils m'appelaient. Fait que là, tu apprends que tu as le cancer, mais en même temps, tu le comprends. Le médecin dit, monsieur Meillard, c'est pas que je veux pas aller vous voir, mais je veux pas monter à l'étage COVID puis redescendre, voir quelqu'un dans une chambre que son système immunitaire est à moins 1000. Là, c'est pas cohérent de faire ça. Fait qu'avec les enfants, c'est la même affaire. T'sais, les gars pouvaient pas venir me voir à l'hôpital. On faisait des FaceTime. Heureusement, on a cette technologie-là maintenant, mais j'avais le moral à plat. Puis un préposé aux bénéficiaires qui a 0 le même salaire que ben du monde dans l'établissement. Là.
puis qui arrivait avec son petit pot de crème glacée. Puis Christy, ce soir-là, cette personne-là m'a fait autant de bien que ben des gens dans le personnel de santé. Puis je comprends que tout ne peut pas être égal. Là. Je peux pas, tu sais, je suis pas un communiste. C'est pas ça le point. Mais à un moment donné, c'est juste Québec. Que je pense qu'il y a des écarts qui se sont créés, il y a des gaps qui se sont créés qui sont maintenant bien trop importants. C'est trop des gros écarts. Mais cette conscience-là, est-ce que tu l'avais avant de vivre cette expérience-là? Un petit peu, parce que j'ai des gens proches de moi, j'ai des amis qui sont dans le réseau, dans le système de la santé, mais jamais autant que là. Jamais autant que là maintenant. Puis tu sais, c'est comme je te dis, tu sais, je pense que le but de mon commentaire, c'est juste de réaliser un constat, en fait. On a besoin de tout le monde. De constater à quel point c'est ça. Tu l'as dit. C'est exactement ça. Hey, là, il faut qu'on réalise qu'on a besoin de tout le monde. Fait qu'à un moment donné, la game politique de faire... Puis c'est bien correct, là, les bonus aux infirmiers, aux infirmières. Je veux être clair, là, c'est pas ça. Je dis pas le contraire. Là. Mais c'est quand même pas équitable que bien des gens qui ont eu à se déplacer dans des chambres sur des étages COVID n'avaient pas nécessairement ces bonus-là. Pas les mêmes bonus, mais d'avoir quand même quelque chose, eux aussi. Il y a certains syndicats qui sont plus forts que d'autres. Ben, ça devient de la politique. Ça devient de la politique. C'est pour ça que je ne veux pas me lancer là-dedans. Puis en même temps, on en parlait tantôt. C'est pour ça que je ne ferais pas de talk radio à Québec. C'est pas ça. C'est ça, tu dis pas ils méritaient moins que ce qu'ils ont eu. Tu dis, il y a d'autres mondes qui n'ont pas eu qui auraient mérité aussi d'avoir beaucoup. Ben, on se rend trop loin. On tire l'élastique trop loin. Ça fait tellement longtemps qu'on tire l'élastique avec les infirmiers et les infirmières que là, on n'avait pas le choix de s'occuper d'eux en premier. Ça date du virage ambulatoire. Là. On est en quoi? 93, 95, je pense, à ce moment-là, où est-ce qu'on a comme pris la décision de faire OK, on veut plus de dette au Québec, déficit zéro, c'est quoi qui coûte le plus cher? La santé et l'éducation, on coupe là-dedans. Hey, bonne idée de couper dans la santé et dans l'éducation, mais c'est ça, c'est juste que là... Au moins, nos routes sont top shape. Oui, c'est ça, heureusement. Sinon, ça m'insurgerait beaucoup. S'il y avait des nids de poules partout, je serais des nids de poules, mon gars, je serais en tabarnak tout le temps. Là. Garde, je serais tellement fru. Ouais. Moi aussi. C'est un bon trade. Mais on a fait des bons choix. On a fait des excellents choix. Nos sols sont si bien pavés. Maintenant, occupons-nous de nos infirmiers. Nos infirmières. Mais je pense que c'est comme si... J'ai l'impression des fois que puis je comprends que c'est plus facile à dire qu'à faire. Là. C'est pas ça. Puis je veux pas... C'est des enjeux complexes. C'est ça. Je sais. Puis, tu sais, je suis pas... Demain matin, on me dit, regarde, le fin finaux, tu arrange-les. T'es comme, je sais pas comment faire, moi non plus. Moi non plus. Je saurais pas comment faire. Là, je sais pas. Mais c'est juste qu'on fait pas... d'apprendre de nos erreurs dans la vie. Là, on est en train de faire la même chose avec les préposés aux bénéficiaires qu'on a fait avec les infirmières depuis 15, 20, 25 ans. On est en train d'étirer l'élastique parce que là, on est en train d'essayer de régler le problème avec les infirmiers et les infirmières. Puis c'est loin d'être réglé, ce problème-là. Mais c'est juste ça, c'est de constater à l'interne à quel point, peu importe les conditions que ces gens-là avaient, à chaque fois qu'ils rentraient dans ma chambre, j'étais la priorité. Ouais. C'était pas eux la priorité. C'était tout le temps moi la priorité. Même si ça faisait 18 heures qu'il est là puis qu'il y a un scrap raide. C'est les infirmiers, les infirmières, oui. Les médecins, les oncologues, les résidents, les préposés aux bénéficiaires. À un moment donné, j'avais le droit de sortir puis de faire des allers-retours dans le couloir. C'était ça mon activité physique. J'ai jasé je sais pas combien de temps avec les gens au ménage, je pense qu'on les appelle les préposés à l'entretien ou au ménage. Tu vois, je sais même pas c'est quoi leur poste, leur titre. Ouais. Ça a comme pas de sens, mais tu sais, il y a une patiente qui était dans la chambre à côté de moi qui malheureusement a changé d'étage, a quitté pendant une nuit, puis j'entendais brasser. Puis tu sais, j'avais jasé un petit peu avec des membres de sa famille sur l'étage. Fait que malheureusement, je le savais que ça s'en venait, tu sais. Puis le lendemain matin, quand je me suis levé, puis j'ai fait ma petite marche dans le corridor, puis j'ai vu toute la chambre désinfectée, clean cut, comme si personne n'avait été là. D'une tristesse épouvantable, mais de faire tout le branle-bas de combat de cette équipe-là qui a désinfecté chaque recoin du mur, parce qu'il ne peut pas rien avoir quand il y a un autre patient avec un cancer qui rentre dans cette chambre-là, parce que je reviens à ça, mais c'est le système immunitaire qui est complètement à plat. Fait que les médecins ne veulent pas avoir à gérer une infection, rhume, grippe, sinusite, whatever. On a d'autres choses à gérer en ce moment que ça. On veut traiter le cancer. Fait que c'est ça. C'est particulier d'être à l'intérieur, puis de le vivre, puis de... C'est ça, de voir ces écarts-là, de voir ces gaps-là.
moi, en tout cas, ça m'a amené à me poser un paquet de questions sur qu'est-ce qu'on veut vraiment comme système de santé. Puis si tout ça tient avec de la broche, ben c'est peut-être parce que justement, est-ce qu'on n'a pas les moyens de donner les bonnes conditions de travail ou je sais pas c'est quoi, comme je te disais, la solution. Mais c'est juste que moi, ce que je regarde dans tout ça, c'est comme, tu sais, il a fallu que tu vives cette épreuve-là pour renforcer cette vision-là de OK, il faut vraiment qu'il se passe de quoi. T'sais. Le but, c'est de réussir à éventuellement faire allumer du monde qui n'ont pas besoin de le vivre pour avoir la même conscience de globale, de genre, il faut que tout le monde soit comme il faut. Parce que quand ça nous touche, on dirait qu'on catch tout le temps plus. T'sais. Ben, souvent, c'est ça. C'est souvent quand ça t'atteint directement que tu... Puis c'est surtout un truc comme ça où est-ce que souvent tu te dis ça arrive juste aux autres. Exact. Puis à un moment donné, ça t'arrive. Mais tu sais, je le répète, ça, c'est... Je pense que j'aurais eu probablement une espèce de je m'en foutisme par rapport à ça si j'avais pas constaté qu'à chaque fois que quelqu'un rentrait dans ma chambre, peu importe son poste, peu importe son titre, c'était moi la priorité. Ouais. Fait que cette personne-là, comme tu dis, elle venait de faire 15 heures en ligne, 18 heures, où elle gagnait 30 000 par année pour travailler de nuit, dans des conditions... pas évidente, pas possible. Peut-être mère monoparentale, je ne sais même pas, tu sais, Monsieur Meilleur, comment vous allez? Est-ce que vous avez tout ce qu'il vous faut? Voulez-vous avoir une bouteille d'eau? Voulez-vous un petit pot de crème glacée qui va vous réconforter ce soir? Voulez-vous le Wi-Fi? Tout marche, tout est... Tu sais, t'es à l'hôtel, là, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, mais t'es vraiment à l'hôtel pour de vrai dans un cas comme celui-là, parce que je sais pas comment ils font. Est-ce qu'à chaque fois, avant de pousser la porte, ils prennent une grande respiration puis ils mettent toute leur vie à eux de côté? Là? C'est pas moi là, qui est important, là, c'est lui qui est important. Puis là, ils font ça dans chacune des chambres. Il faut qu'on réalise ça. Je pense qu'il faut juste collectivement qu'on réalise ça, qu'il y a vraiment des gens... Ça existe encore dans notre société des gens de passion, que ça, c'est leur passion à eux, faire du bien aux gens, aider les gens le plus possible. C'est ça, des fois, que j'ai l'impression qu'on perd un peu de vue quand on... La noblesse de ces jobs-là qui est de s'effacer complètement pour le bien-être de quelqu'un d'autre. Alors que, tu sais... Le niveau d'empathie que ça prend. C'est ça. Ouais. Je pense souvent aux gens qui accompagnent les soins palliatifs, là, qui accompagnent les gens vers la mort. J'ai accompagné quelques personnes là-dedans, puis des gens qui regardaient le monde travailler, puis j'étais comme... Le monde qui font ça tout le temps. Puis qui font sentir des gens qui sont en fin de vie. Là. C'est pas genre peut-être qu'eux autres, t'es ici, c'est parce que c'est ça, là, achète pas le loup. Là. Loue la place. Hein. Garde les clés pas loin. Là. Ou achète, parce que tu finiras pas de payer. Ouais, c'est ça, achète. Pour vrai, là, ce qui est le moins cher par mois. Là. C'est ça. Mais tu sais, ce contexte-là, ces gens-là qui doivent accompagner des gens comme ça, puis les faire sentir bien, puis qu'ils le font, là, tu sais, qui sont... Et puis si on n'avait pas personne. C'est ça. Imagine si on n'avait pas personne. C'est fucked up. Imagine, parce que c'est une réalité dans notre société, le nombre de gens qui... Puis, à la limite, même des fois, tu peux peut-être trouver ça injuste. Moi, à quel point j'ai été bien entouré, PB, là, pendant tout ce processus-là. Là. Des amis, des membres de ma famille, tu sais... Des fois c'est capoté parce que tu te dis ok, j'aimerais ça en donner aux autres, me semble. J'en voyais là, des gens là, sur l'étage d'hémato-oncologie là, à l'Hôtel Dieu là, il n'y a pas personne qui est venu les voir là. Je parlais avec une madame à un moment donné qui me disait ouais, elle était de Matane, puis sa cousine était supposée venir pour changer ses vêtements parce que là elle avait plus de linge propre là, puis elle avait plus d'options là, de... Puis là, t'es comme, OK, ça existe, ça. Tu sais, des gens qui sont ici, tout ça. Moi, s'il avait fallu que je sois là tout seul, mon gars, j'aurais capoté. Là. Je suis déjà tellement anxieux puis stressé avec tout ça. J'aurais complètement capoté. Là. Mais ça existe. C'est le personnel de l'hôpital qui est là dans ce temps-là. Pour faire comme, on va être là, on va vous accompagner, on va trouver des solutions, on va être là. On vous laissera pas tomber. Fait que comme tu dis, ces gens-là qui sont, tu sais, en oncologie, tu le sais là, qu'il y a des diagnostics que tu vas donner à certaines personnes puis que tu fais OK, là, faut que j'aille... Ouais, c'est pas une bonne nouvelle que je te dis. C'est pas une bonne nouvelle que je vais dire. Puis là, bon, il y a l'oncologue qui annonce la nouvelle, mais là, après ça, comme je disais tantôt, il y a tout l'effet domino. Là, il y a l'infirmier ou l'infirmière qui rentre après ça dans la chambre puis qui le sait que le patient vient d'apprendre que
on ne sait pas combien de pages il reste au chapitre, mais c'est le dernier chapitre. Ouais. C'est ça qu'on sait. Puis là, après ça, il y a le préposé au bénéficiaire qui va faire la même chose. Quand tu vas venir porter le petit pot de crème glacée, c'est peut-être ton dernier petit pot de Coaticook à soir que je te donne, mais quel chapeau tu mets à chaque fois, puis il y a combien de couches d'empathie sur ce chapeau-là, puis c'est ça. C'est vraiment ça que j'ai constaté. Tu sais, il y a un manque d'éducation sur toute la partie traitement, oncologie, cancer en général, mais il y a quand même une partie qu'on connaît pas de... Toute la dimension humaine, ouais, puis l'importance de cette dimension-là. Vraiment, vraiment. Puis tu sais, je te pose la question, mais ça fait quoi pour vrai un préposé aux bénéficiaires? Ouais, dans ma tête, c'est toujours genre nettoyer, aider à accompagner à l'eau toilette, mais on pense jamais à ça te fait sentir comme un humain. Là. Oui, on sous-estime à quel point un préposé ou une préposée aux bénéficiaires peut être une oreille vraiment attentive. Parce que des fois, cette personne-là est débordée elle aussi, mais elle peut se permettre de prendre un petit peu plus de temps dans ta chambre parce que tu es peut-être son dernier patient, puis le cabaret avec les plateaux, ben s'il descend en cafétéria dans 5 ou dans 15 minutes au lieu de dans 2 minutes, ça va être correct. Ça va être correct. Ça va peut-être la mettre dans le jus, lui ou elle, pour le restant de sa journée ou de sa soirée, peut-être, mais c'est ça. C'est comme tu dis, la dimension puis la valeur humaine qu'on perd de ça. Fait que c'est peut-être plus facile des fois de chialer puis de dire est-ce que le système va mal, hein? Si tu t'en vas à l'urgence, là, t'attends 8 heures puis 9 heures, puis ouais, mais il y a d'autres éléments qui, somme toute, moi je trouve, fonctionnent bien, malgré le fait qu'ils n'ont peut-être pas tous les moyens qu'il faudrait à leur disposition, mais Christy, ces gens-là réussissent à le faire fonctionner pareil. Ouais. Ils réussissent à le faire fonctionner pareil. C'est pointer le beau au lieu de pointer... C'est ça. Ouais. Vraiment. C'est comme tu disais tantôt, là, par rapport aux radios, on peut pointer les échecs tout le temps ou les réussites. Dans la journée, t'en vis plein. Là. C'est ça. Ben, tu choisis ce que tu regardes, ce que tu pointes. Ouais. Ça peut être le fun aussi, c'est ça, de peut-être commencer à pointer le beau là-dedans pour nourrir de quoi qui est positif et qui est important de mentionner, parce que sinon on va juste... Le problème va tout le temps de l'avoir, là, fait qu'on peut continuer d'essayer de les régler, mais on peut-tu aussi, pendant qu'on fait ça, faire comme « Hey man, tu sais, ce point de vue-là, c'est vrai, puis c'est... Moi, ça m'ouvre les yeux au bout, là, de... » C'est ça, c'est la... Un peu comme tu disais tantôt, en fait, la réalité d'être en mesure de le constater... sans nécessairement être dedans d'en avoir ou besoin. en avoir besoin. C'est ça. Si on peut ouvrir les yeux des gens par rapport à ça, je pense juste un petit peu, c'est ça. Parce que, comme je dis, les gens sont humains, c'est pas des épais. Fait que si cette réalité-là, que moi j'avais... Tu m'en parles, puis je fais, ben oui, mais j'y ai pas pensé, tu sais. Mais si on peut collectivement juste rentrer ça en tête du monde de, c'est plus que juste genre des tâches qui accomplissent ces gens-là. Ouais. Puis il y a des gens qui vont avoir des histoires tristes puis des histoires d'horreur, malheureusement. T'sais, encore là, il y a tout le temps du beau, il y a tout le temps du mauvais. Je vais dire un truc comme ça publiquement, puis parce que c'est dit publiquement, mais ça va être peut-être plus facile des fois pour quelqu'un d'entrer en contact avec moi en me disant « Hey, tout ce que tu as dit, c'est pas vrai. Moi, ma mère, ils l'ont laissé tout seul à l'abandon. » Puis on en voit des histoires d'horreur passer. Là, c'est vrai qu'il y en a des histoires d'horreur, mais encore là, en tout cas, avec ce que j'ai vécu... Je pense, ou du moins je me plais à croire que c'est peut-être plus une problématique de ressources plus que d'être humain. Ouais. Quand on voit des histoires comme celle-là passer. Y avait-tu un manque d'effectifs? C'était-tu des gens qui étaient en poste depuis X nombre d'heures? Si on approfondit un peu, des fois, on est peut-être capable de constater que c'est pas nécessairement toujours... l'erreur est peut-être pas humaine. Du moins pas de ressources humaines. Ouais, pas dans cette, juste dans de cette ressources. Juste de structure puis d'organisation. De structure puis d'organisation. Des lacunes d'organisation. organisationnelles plus que des lacunes de qualité humaine de ces gens-là. Il y a une réalité vraiment hyper intéressante aussi. Y a, en général, puis c'est mon beau-père qui m'avait expliqué ça à un moment donné, qui est un homme excessivement brillant, qui m'avait dit, tu sais, pour qu'une réforme se mette en place, ça peut prendre jusqu'à une dizaine d'années. Puis là, j'espère que je l'explique comme il faut, comme il me l'avait expliqué, mais la réalité, en fait, c'est que nos gouvernements sont élus à tous les 4 ans. Puis, en général, les partis politiques vont réussir à faire un mandat, parfois 2, rarement 3 d'affilée. C'est arrivé plutôt rarement dans l'histoire qu'il y a des partis qui ont fait. Fait que tu mets une réforme en place, tu es là pour la gérer pendant 4 ans. Si tu es élu une deuxième fois, tant mieux, tu es là pour 8 ans. Mais pour les 2 dernières années, tu n'es pas là.
Puis là, souvent, ben, dans le 4 ans ou dans le 8 ans suivant, il y a un autre parti qui est élu, puis lui, il va dire hey, ça marche pas, cette réforme-là. Fait qu'on revire le paquebot de bord. Fait qu'on n'arrive jamais à terme de mettre en place une réforme qui va être idéale ou qui va aider. C'est la réalité prouver politique. Ou pas prouver son point par rapport à l'idée qu'on a. C'est ça, par rapport à l'idée qu'on a, puis réussir à mettre une structure en place qui va fonctionner, parce qu'il faudrait se donner au moins un 10 ans pour le faire, mais notre structure politique d'élection aux 4 ans fait en sorte que c'est difficile de s'y rendre. Ouais. Fait que c'est ça, on en parlait tantôt de ça aussi. Il y a toute cette réalité politique-là que moi, je connais pas, que je comprends pas nécessairement. Ça me fait chier. Ben, puis moi, tout ce que j'ai envie de faire, c'est avec une tribune comme celle que tu m'offres là, c'est juste de se dire... Une grosse tribune. Ben, je le sais. Des milliers de milliards de gens. Pourquoi tu penses que je suis là? Oui. Parce que je veux dire aux gens... À Week-end, tu parles juste de musique. Moi, c'est ça. C'est ici que tu parles de ça. Moi, je veux dire aux gens qui écoutent ici que j'ai vécu la pire affaire de toute ma vie. Mais j'ai en même temps vécu les plus belles affaires de toute ma vie. Ouais. Grâce à ces gens-là, grâce aux gens de mon entourage, oui, mais grâce à ces gens-là, j'ai vraiment vécu des beaux moments. Grâce à des inconnus. Grâce à des inconnus qui sont des êtres humains exceptionnels, extraordinaires. Puis ces gens-là sont des héros de notre société pour de vrai. Puis on le dit des fois là, quand c'est la semaine des infirmières, puis là, on le dit parce que c'est le speech, puis le bagage commercial, puis publicitaire autour de tout ça, mais c'est ça, tu sais, je donne mon avis là, parce qu'on est entre nous, puis on se connaît bien, puis j'en fais pas d'opinion, puis j'en fais pas de... Mais l'opinion que j'ai par rapport à ça, c'est que ces gens-là, faut qu'on s'en occupe beaucoup, mieux, beaucoup, peu importe c'est quoi le mot, mais il faut qu'on s'en occupe parce que quand vient le temps d'avoir besoin de ces gens-là pour qu'ils s'occupent de nous, ils s'occupent vraiment bien de nous. Ils le font malgré les conditions de marde. Vraiment, vraiment beaucoup. Fait que on peut-tu rendre ça agréable? Fait que c'est ça. Mieux? Fait qu'il y a vraiment du beau dans le système de santé. Je pense que c'est ça le résumé. Ouais, il y a des beaux humains dans un système de santé tout croche. Il y a vraiment, vraiment du beau dans le système de santé, puis il faut être capable de le voir davantage, de le constater davantage. Ouais. Ben, c'est un beau message. Ben, écoute. Merci, Nathan. Plot. T'as fait ça avant. Hey, merci. Merci à toi, c'était merci, super mon cool. Chum, c'est vraiment le fun. On allait faire un show, là. Un spectacle. Il est là. On est encore correct. Ben là, moi, tu m'as promis une tisane aux moches. Ah, je vais te faire ça, mon gars. Tu vas... Puis après ça, tu t'en vas marcher dans Hochelaga, tu vas capoter, là. Je peux pas croire que je me suis sorti du cancer puis que ça va finir de même. Un trip de moche. On l'a retrouvé à terre avec un muffin du Tim là, à côté d'un triporteur. T'imagines-tu, c'est ça. C'est tout ce que j'ai toujours souhaité. Il y a un triporteur. Il y a un triporteur, il est tout nu puis il fait des fuck you en s'en allant. J'ai fait des wellés au triporteur. Aïe. Salut les chums, je les vais laisser un go Tim. Ouais, thanks. C'était bien cool. Hey, merci. C'était vraiment cool, man.